Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir, je t'en prie, assois-toi. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir assister et participer à la première séance de questions publiques depuis l'été. Alors, questions publiques, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est organisé historiquement, on va dire, parce que ça dure depuis assez longtemps, par trois organisations qui sont représentées ici, dans cette petite tribune, le CCO, avec Éric Varin, Place Publique, la revue, avec Franck Renaud, qui en est le directeur, le Conseil de développement, que je représente, et puis nous sommes ravis d'accueillir un quatrième partenaire, qui est représenté ce soir par Stéphane Bis, qui est le président de l'Institut Kervégan. Nous avons en cours un rapprochement notamment entre la revue, c'est-à-dire l'association Mémoire et Débat qui édite la revue Place Publique, et Kervégan, un rapprochement qui s'est amorcé puisqu'on a maintenant une assistante commune qui est Aurore Villemain, qui normalement est à la table là, mais voilà, qui est là, qui n'est pas loin. Donc merci à tous d'être là. Merci aussi à Cosmopolis de nous accueillir dans le cadre de son cycle décryptage, j'allais dire une bêtise. Voilà, et je vais m'arrêter là en donnant quand même la parole à Stéphane Bis pour un tout petit mot au nom de Kervégan. Je vais m'arrêter là, surtout parce que c'est notre invité que nous souhaitons faire parler sans torture. Voilà, donc j'ai nommé Olivier Herscheid, qui est maître de conférence, et je ne vais pas tout dire, à l'université de Poitiers, c'est ça ? Ah, vous êtes à Nantes. Je croyais que c'était à Poitiers, je fais une erreur. Voilà, mais vous serez présenté par Franck tout à l'heure. Stéphane, si tu veux dire un tout petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme on m'a dit d'être court, j'ai écrit ce que je vais dire, comme ça je serai bref. Donc l'Institut Kervégan, effectivement, est laboratoire d'idées citoyennes de Nantes, est ravi ce soir de cette première collaboration donc avec le Conseil de développement, Place Publique et le CCO, et donc d'être associé à ce cycle de rencontres questions publiques. Un très grand merci aussi à Cosmopolis, qui nous invite dans le cadre de son événement décryptage, autour d'un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations de l'Institut Kervégan depuis longtemps, ce sujet qu'on a, nous, appelé numérique et démocratie. Cette question des réseaux sociaux et de leur impact sur notre démocratie nous préoccupe beaucoup et nous nous interrogeons plus particulièrement sur l'amplification qu'on constate, je crois, tous les jours, des expressions issues du prêt-à-penser qui émergent grâce à la puissance mobilisatrice des réseaux sociaux. Alors, nous avons envie de vous entendre parce que une des questions qu'on se pose, c'est peut-on être optimiste malgré tout et croire que le numérique peut être aussi peut avoir des usages plus vertueux au profit d'une nouvelle forme d'expression citoyenne, enrichie, et peut-on en voir aujourd'hui les prémices ? Voilà ce que nous aimerions savoir du côté de l'Institut Kervégan. Donc je donne la parole. Bon, Eric, tu dis un mot, bref, et puis on démarre. Alors, très très bref, simplement pour déplorer le plan de table. Je trouve que c'est assez mal organisé, parce que moi j'aurais mis Franck Renaud ici. Comme ça, on aurait eu la confrérie des crânes d'œufs face à vous. Oui, sans doute. Je te laisse la parole. Bien, merci. Je reprendrai après. Merci, et puis merci à Cosmopolis et à son événement décryptage qui se déroule encore jusqu'au 10 octobre avec une série de conférences, d'expositions, de rencontres autour justement de toutes les questions que l'on peut se poser sur la puissance du numérique et des réseaux sociaux. Événement, donc, je sais que moi-même, j'animerai, je crois, dans 15 jours, une rencontre autour du numérique et de la présidentielle avec une collègue d'Olivier Herscheid qui est maître de conférence à Nancy, Fabienne Greffet. Voilà. Donc, Olivier Herscheid, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, sur le campus de La Roche-sur-Yon, l'IUT de La Roche-sur-Yon, et qui travaille quasiment depuis qu'il est tout petit, me disait-il tout à l'heure, sur le numérique et les réseaux sociaux, puisque le réseau Internet, il va peut-être en dire un mot, il l'a découvert lors de ses études, et depuis, en tant que maître de conférence, il travaille, il se penche, il étudie
cette puissance des réseaux. Il a publié l'année dernière un ouvrage chez un éditeur qui s'appelle C&F, qui est Le Monde selon Zuckerberg, portrait au pluriel et préjudice au pluriel. Et donc ce soir, on va parler de ces réseaux sociaux, du plus puissant d'entre eux, parce que Facebook, c'est quand même un petit pays qui fait quasiment 2 fois la Chine, 2,8 milliards d'utilisateurs. Si on ajoute Messenger, 1,3 milliard. WhatsApp, qui est aussi chez Facebook, c'est 2 milliards. Et puis, si on rajoute Instagram, qui est aussi chez Facebook, c'est près d'un peu plus d'1,2 milliard. Donc, c'est quasiment l'équivalent de la population de la Terre qui est aux mains de Facebook. Alors, on va peut-être commencer par une question d'actualité qui est liée, alors je ne sais pas si vous avez pu le voir ou le lire ces dernières 24-48 heures. Pardon, il y a eu ce qu'on appelait des Facebook Files qui montraient, entre autres, qu'il y avait des usagers privilégiés chez Facebook qui pouvaient, alors je vais forcer le trait, mais un peu dire ce qu'ils voulaient, tout et n'importe quoi, sans passer par la médiation ou la censure, la modération de Facebook. Que nous dit le maître de conférence spécialisé en sciences de la communication? D'abord, il vous dit bonsoir à tous et à toutes. Il remercie les invitants pour cette invitation. Et puis, je vous remercie aussi d'être présents. Ça fait toujours plaisir de revoir du monde dans des séances publiques après ces 2 années compliquées. Alors, effectivement, le Wall Street Journal là, a sorti depuis quelques jours les résultats d'une enquête au long cours qui est en partie issue de documents internes à l'entreprise Facebook qui ont fuité, en partie d'échanges avec des salariés, d'anciens salariés ou d'actuels salariés de Facebook, et à partir duquel, effectivement, il documente ce dont beaucoup se doutaient, mais sans jamais avoir pu l'établir de manière documentée. Par exemple, effectivement, qu'il y a des gens, comme dans la fable, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Chez Facebook, c'est la même chose. Il y a des grands comptes. Alors, des grands comptes, c'est compliqué de définir ce qu'on appelle un grand compte. Ce qu'on apprend dans ces documents, c'est que ce sont des comptes qui ont une surface, une notoriété médiatique importante, et pour lesquels Facebook a un circuit de modération particulier qui consiste en gros à les laisser faire exactement tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils ont envie de dire, sans que jamais, à aucun moment, ces gens-là ne soient soumis aux mêmes règles, qui sont les règles qui s'appliquent à chacun et chacune d'entre nous. Alors, il y a différents exemples, je vais vous en citer simplement un pour que chacun voit bien de quoi on parle. Par exemple, c'est le footballeur Neymar, qui, à l'époque, qui est le plus gros, qui est le compte le plus suivi sur Instagram, il a je ne sais pas combien de centaines de millions d'abonnés. Et donc il avait été engagé dans le cadre d'une affaire où une jeune femme avait porté plainte contre lui pour ce qu'elle qualifiait de viol et d'agression sexuelle. Il y a un procès qui à l'époque était en cours. Et sur son profil Instagram et sur son profil Facebook, pour se défendre, entre guillemets, Neymar a posté des photos intimes de cette soirée. Donc il y avait cette jeune femme qui était nue. Alors d'habitude, ce genre de contenu qui est pénalement condamnable puisque c'est assimilé à ce qu'on appelle du revenge porn. Donc dès que quelqu'un fait ça, et c'est tant mieux, le compte est immédiatement suspendu, fermé définitivement, et bien sûr les photos disparaissent quasiment instantanément. Ce que montre l'enquête du Wall Street Journal, c'est que Facebook avait tout à fait conscience que que le compte de Neymar était en train d'enfreindre cette règle qui est à la fois une règle de droit et en même temps une règle des CGU de Facebook, et qu'il a laissé faire. Parce que, encore une fois, pour ces gens-là, il ne faut pas que la politique de modération de Facebook s'applique trop brutalement, parce que le risque, qui est indiqué par Facebook, c'est que l'effet de blast médiatique, s'ils sont trop sévères avec Neymar, se retourne au final contre Facebook. Donc on préfère, alors il y a tout un tas d'autres exemples, j'ai cité celui-là parce que c'est un des plus violents sur le plan symbolique et un des plus documentables aussi sur le plan juridique. Mais les comptes influents chez Facebook, ça va donc de Neymar, en passant par bien sûr Donald Trump et tout un tas de personnalités politiques, mais aussi des influenceurs lambda
Il y en a un qui s'appelle Doug the Carlin, enfin qui est une race de chien. Voilà, qui est un influenceur comme on en voit plein sur les réseaux, mais simplement il a un très grand nombre d'abonnés et donc lui aussi il est dispensé, exempté de ces politiques de modération. Alors une fois qu'on a dit ça, la démocratie est un espace qu'il faut défendre, mais qui est un espace qui est fait d'interstices. Dans le débat public, on le sait, chacun n'a pas le même accès à la parole, chacun n'a pas le même droit à la parole, on le voit chaque jour, j'ai envie de dire. Donc ce qui est choquant, ce n'est pas tellement le fait que des gens qui sont plus exposés médiatiquement à l'intérieur de Facebook, qui est finalement un média comme un autre, sauf que c'est un média qui a effectivement... je rappelle les chiffres, puisque on est un peu plus de 7 milliards sur cette terre. On est, d'après les chiffres des opérateurs télécoms, à peu près 4 milliards et demi à avoir un accès à Internet et au web. Alors, ce n'est pas le même accès selon que vous êtes, là aussi, en Chine, en France ou au fin fond du Sahara, mais en tout cas, il y a 4 milliards et demi de personnes qui sont en capacité technique de se connecter à Internet, et il y a donc 2,8 milliards de ces 4 milliards et demi qui ont un compte Facebook. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des médias, on n'a jamais eu un média qui ait cette surface, qui ait cette audience-là. Et donc, bien sûr que tout ce que fait Facebook, le moindre de ses errements, même s'il est de bonne foi, questionne la totalité de nos espaces et de nos vies démocratiques, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'histoire du battement d'ailes de papillon qui déclenche le cyclone à l'autre bout de la Terre, mais quasiment, c'est-à-dire que toutes les décisions de Facebook ont un impact démocratique direct et immédiat. Et ce qui est profondément choquant dans cette enquête du Wall Street Journal, c'est qu'on voit que non seulement Facebook est parfaitement conscient qu'il enfreint ses propres règles, mais qu'en plus de ça, il le dissimule à dessein. C'est-à-dire que explicitement, alors il y a des exemples tout à fait ahurissants sur le trafic d'êtres humains, par exemple, sur des cartels mexicains qui recrutent des tueurs à gages par le biais de comptes Facebook ou de groupes WhatsApp, où le processus est traçable, où il est explicite, où les modérateurs de Facebook font remonter l'info en disant là, il se passe un truc. Alors dans l'exemple du cartel mexicain, en fait, de manière assez ahurissante, l'enquête du Wall Street Journal explique que ce n'était pas une infraction suffisamment caractérisée au CGU, aux règles donc de la plateforme. Bon, que leur faut-il? Et puis il y a d'autres exemples sur le trafic d'êtres humains, notamment dans des pays des Émirats, où beaucoup de comptes Facebook sont utilisés en fait pour recruter des gens qu'on fait passer pour des hommes ou des femmes de ménage et dont on sait bien au final qu'ils vont être réduits à la condition d'esclaves. Et alors là aussi c'est documenté, là aussi Facebook a les documents, a les preuves, a les alertes des gens qui sont salariés de l'entreprise. Et Facebook fait le choix, pour tout un tas de raisons, de laisser faire, parce que alors, soit l'impact médiatique serait trop fort, soit il y a énormément de cynisme aussi du côté de ces grandes entreprises, c'est-à-dire que basiquement leur modèle économique est un modèle qui repose sur la publicité, et donc il y a des gens qui enchérissent, si j'ose dire, ou qui déposent des publicités sur des petites annonces pour recruter des gens qui au final vont devenir l'équivalent ou être réduits en situation d'esclavage dans un certain nombre de pays. Donc tout ça on le subodorait quand on travaille sur ces sujets, ce sont des choses qu'on avait déjà pointé du doigt sans pouvoir les démontrer. Là, l'enquête du Wall Street Journal est édifiante parce qu'elle le documente et parce qu'on mesure du coup toute l'amplitude de ce cynisme. Alors, on va peut-être prendre la machine à remonter le temps, quand, alors pas à la création de l'Internet, mais quand les réseaux sociaux arrivent. On était au départ quand même sur une sorte de promesse d'égalité, une promesse quasi démocratique, où chacun pourrait s'exprimer et on serait tous à égalité. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? À quel moment il y a eu une À quel moment, voilà. Alors effectivement, la promesse de l'Internet et du web, la promesse du web, l'Internet désignant plutôt les tuyaux et le web l'espace d'expression libre où les gens peuvent produire des contenus, c'est un espace qui, dans l'esprit de son fondateur, Tim Berners-Lee, était fait pour être un espace de vraie démocratie, en se rapprochant des modèles de l'Iségoria athénienne, c'est-à-dire où chaque citoyen avait non seulement, alors
c'était pas tous les citoyens, mais ceux qu'on appelait les citoyens avaient non seulement le droit à la parole, mais avaient le droit à une équité absolue de la parole. Et l'idée de Tim Berners-Lee, c'était de dire, je vous propose un nouveau média, qui ne qualifiait pas comme tel évidemment à l'époque, mais dont la règle est que si vous maîtrisez des rudiments assez simples de code pour rédiger vos pages web, vous allez pouvoir, chacun d'entre vous, vous exprimer comme vous l'entendez, sans avoir à justement bénéficier des effets de l'éditocratie ou de ces espèces d'aristocratie de la parole qui sont présentes dans toutes les sociétés. Et pendant un temps assez court, il y a eu cette, alors qui n'était pas une illusion d'égalité de la parole, qui était une égalité de la parole réelle, mais qui supposait quand même qu'il y avait très peu de gens au début qui avaient accès au web, et il y avait, dans les très peu de gens qui avaient accès au web, très peu de gens qui avaient le minimum de compétences techniques ou de codage, même si ce n'était pas du codage très compliqué. Moi, j'ai fait des études de lettres et j'ai démarré de suite avec des formations au HTML que j'assurais. Donc vraiment, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être informaticien, mais il y avait besoin de ce petit vernis technique. Mais de fait, il y a eu sur le web des départs, en gros de 90, puisque le web est inventé en 89, donc de 90 à 98, 98 c'est l'arrivée de Google, il y a eu cet espace démocratique qui s'est ouvert où, alors, une citation que j'aime bien et que je donne souvent, qui est une citation de Benjamin Bayard. Benjamin Bayard, c'est un des présidents d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés numériques, et ça a été Benjamin Bayard, un des pionniers de l'Internet, puisque c'était un des tout premiers fournisseurs d'accès associatif, et il dit... dans une conférence, il disait l'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire. Et c'est vraiment ça qui s'est passé au début. Et puis après, je fais la version courte, après sont arrivés, donc Facebook c'est 2004, avant Facebook il y avait MySpace, il y avait d'autres réseaux sociaux, mais sont arrivés des espaces qui n'étaient plus des espaces publics. Le web c'est un espace public. C'est-à-dire que chacun peut y entrer, chacun peut y dire des choses sans avoir ni à s'inscrire, ni à documenter son identité, ni à montrer patte blanche à qui que ce soit. Et puis il y a eu cet effet d'inversion, ce gant qui s'est retourné, où des sites qui fonctionnaient uniquement sur inscription, c'était le cas de Facebook mais tout un tas d'autres, se sont mis à occuper une place qui était vacante. Et parce qu'ils ont proposé des services de qualité au départ, parce que sinon il n'y aurait pas 2,8 milliards d'utilisateurs, parce qu'ils occupaient aussi, on pourra y revenir plus tard peut-être, mais une place qui était singulière dans, on va dire, les lacunes du débat démocratique à l'échelle de sociétés pourtant démocratiques, se sont développés, mais se sont développés sur un pari et sur un business qui était un modèle économique qui était vicié dès le départ. C'est-à-dire que, bien sûr, aujourd'hui c'est facile de dire ça en se retournant, parce qu'on a toujours raison dans le présent quand on regarde derrière, mais... cette idée d'une gratuité totale financée par la publicité est évidemment la première raison de la sortie de route. Il ne faut presque pas chercher plus loin, j'ai envie de dire. Et c'est d'autant plus étonnant que, je fais une petite parenthèse pour parler d'autre chose que de Facebook, mais cette idée d'avoir des outils d'accès à l'information ou des outils de socialisation qui soient gratuits mais dépendants de la publicité, les gens qui ont inventé ces systèmes-là sont eux-mêmes intimement convaincus, et ils l'ont écrit, que c'était un modèle toxique et dangereux pour la démocratie. Il y a un article, quand les deux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, publient en 1998 un article qui va faire date, dans lequel ils expliquent le fonctionnement de l'algorithme du moteur de recherche, et qui va complètement révolutionner tout ce qui se faisait à l'époque. À la fin de cet article scientifique, qu'on peut consulter en ligne aujourd'hui, il y a des annexes. Et dans l'une de ces annexes, les deux fondateurs de Google expliquent que s'ils ont voulu développer Google, c'est parce qu'à l'époque, la plupart des moteurs de recherche existants étaient financés par de la publicité. Et ils disent et ils expliquent, un moteur de recherche qui est financé par la publicité est nécessairement biaisé, il est nécessairement toxique pour la démocratie parce qu'on est toujours à la merci d'annonceurs qui, à un moment donné, quand vous avez des résultats de recherche affichés pour des téléphones portables, vous allez effectivement d'abord regarder si telle ou telle marque fait partie de vos annonceurs pour surpondérer ces résultats. Et donc ils disent, en plus de tout ça, troisième argument, si on continue de développer des moteurs de recherche financés par la publicité, les gens vont fuir parce qu'ils vont tout de suite comprendre que c'est pour eux, entre guillemets, dangereux, que c'est tout sauf objectif, et donc que c'est un problème éminent. Ils écrivent ça en 1998.
Et en 2002, 2001-2002, ils vont relancer en tout cas le modèle de publicité contextuelle, AdWords, la régie publicitaire de Google qui est aujourd'hui totalement hégémonique. Et en quelques mois, l'essentiel des résultats de Google sur un panel de requêtes représentatifs, au début on avait sur 10 résultats, 8 résultats de recherche qui étaient calculés par l'algorithme du moteur et 2 qui étaient issus de la publicité. Aujourd'hui, ce rapport s'est complètement inversé. C'est en gros 80% de résultats publicitaires pour 20% de résultats dits naturels. Et quand vous vous connectez avec ce genre de trucs-là, qui sont les premiers outils d'accès à l'information dans le monde, l'interface du moteur de recherche étant réduite à peau de chagrin, quand vous tapez une requête, non seulement vous n'avez plus que 1, 2 ou 3 résultats, pas plus, parce qu'il n'y en a pas plus qui s'affichent, et donc sur ces 3 résultats, sur des requêtes standards, vous pouvez avoir 100% de résultats qui sont des résultats publicitaires. Donc voilà une des causes de la sortie de route, c'est le modèle économique, et après il y a les effets de seuil, les effets d'audience, quand vous êtes un média qui draine effectivement 2 milliards ou même 1 milliard d'individus. Quand Zuckerberg a inventé Facebook, il faut se rappeler, hein, l'histoire est connue, mais qu'au départ c'était un site pour noter les filles du campus. Donc c'était un trombinoscope où chacun pouvait mettre une note et des étoiles aux filles qu'il trouvait jolies sur un campus. Alors très vite c'est devenu tout à fait autre chose, très vite. Mais Zuckerberg, il était tout sauf préparé à gérer des conflits géopolitiques à l'échelle de la planète. C'est pas ça sa formation, hein. Il était tout sauf préparé à gérer des questions de société sur qu'est-ce qu'il est licite, tolérable, entendable de proférer sur une plateforme. Il était tout sauf préparé à gérer des questions culturelles que les plus éminents sociologues et historiens ont encore du mal à trancher sur on en a des exemples récurrents dans l'actualité, que ce soit autour des caricatures du prophète. Il ne faut jamais oublier que Facebook, encore une fois, c'est 2,8 milliards d'êtres humains. Le levier de croissance actuel de Facebook, c'est tout ce qu'on appelle les pays émergents, c'est l'Inde. Alors, ce n'est pas la Chine, parce que là, pour le coup, il y a une frontière à l'entrée, il ne passe pas, Facebook. Ils ont essayé, comme Google avait essayé, puis finalement ils sont sortis. Mais c'est l'Inde, c'est tout le continent africain, c'est l'Amérique du Sud. Et donc il y a des enjeux culturels sur des questions de société qui sont très politiques. Et Facebook n'est pas un outil politique, ou en tout cas Zuckerberg n'est pas un homme politique. Il le devient, un petit peu à l'insu de son plein gré, comme disait un coureur cycliste célèbre. Mais il n'était pas préparé à tout ça. Voilà. Alors après, vous connaissez Spider-Man, et puis les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc il va de soi qu'il doit aujourd'hui prendre la mesure de ce qu'il a créé, de ce qu'il permet, et qu'il doit aussi, la seule chose qu'on lui demande, j'ai envie de dire, c'est d'être sincère dans la transcription des décisions qui sont prises dans le fonctionnement de Facebook. Et ce que montre le Wall Street Journal, c'est qu'il est tout sauf sincère. Mais il y a eu plus Facebook est devenu puissant, plus il en a su sur ses utilisateurs, et plus il y a eu des sorties de route répétées. Enfin, dans votre ouvrage, vous en citez plusieurs. Il y en a une comme ça qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, qui s'est passée dans le sud-est asiatique, en Birmanie, où, de fait, Facebook a alimenté c'était pas un génocide, mais il y avait des éliminations de Rohingyas, qui est la minorité musulmane de Birmanie. Oui, c'est là aussi où on touche effectivement des choses qui sont extrêmement compliquées, quoique indépendamment de la personnalité et des enjeux ou des objectifs de Mark Zuckerberg, effectivement en Birmanie, donc il y a eu cette population musulmane, les Rohingyas, qui ont été victimes d'une qualification de génocidaire et débattue, mais en tout cas il y a eu une extermination massive et délibérée de ces populations. Alors le rôle de Facebook là-dedans, on pourrait se dire, c'est pas quand même Facebook qui arme les milices birmanes. Ce qui a été démontré, c'est que les discours de haine présents sur la plateforme Facebook en Birmanie à destination ou à l'encontre de ces populations des Rohingyas étaient des discours qui étaient extrêmement violents, ce qui est le propre des discours de haine, qui appelaient clairement à exterminer des gens en fonction de leur origine, leur appartenance religieuse, etc., que Facebook le savait
et que Facebook n'a rien fait ou si peu. C'est-à-dire qu'il a laissé s'installer, un petit peu comme si, pour prendre, puisque je parle d'un média depuis tout à l'heure, c'est un petit peu comme si une grande chaîne de télé ou une grande radio birmane, tous les soirs à l'antenne, diffusait des messages appelant à exterminer cette population et que personne ne réagisse. Alors le problème, c'est que dans l'architecture de Facebook, il y a des choses qui sont évidentes et documentables si on est inscrit. Bon, c'est pas très compliqué de s'inscrire, donc il ne s'agit pas d'un travail d'enquête très difficile, il suffit de se créer un compte Facebook. Mais il y a aussi à l'intérieur de Facebook des discours, et notamment des discours de haine, ou des discours mafieux, ou des discours qui circulent de manière tout à fait en dessous des radars, c'est-à-dire qui sont dans un espace qu'on a du mal à qualifier, mais qui est l'espace de ces messageries, notamment instantanées, WhatsApp et autres, qu'on appelle, parce qu'il a bien fallu trouver un terme, on a appelé ça le dark social, donc la partie obscure des échanges sociaux. Et là aussi, on a pu montrer après coup que les messageries étaient utilisées notamment pour faire circuler ces messages de manière non traçable et non documentable, sauf à produire un travail d'enquête journalistique. Et donc, pour aller à la fin de l'histoire, au bout de, je crois, 2 ou 3 ans, Zuckerberg a fait un long post sur sa page Facebook, qui était une espèce de discours d'adresse à la nation à la manière des présidents américains, où il parlait de plein de problèmes en même temps, et à l'intérieur duquel, pour la première fois, c'était tout à fait inédit, c'était donc en 2018, je crois, quelque chose comme ça, pour la première fois, il reconnaissait la responsabilité qui était la sienne, et où il disait OK, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Et manifestement, dans le cas par exemple de la population des Rohingyas, on était informé, alors il ne le dit pas comme je vais le dire moi, hein, mais on était informé, on avait les infos, on avait les moyens d'agir, on avait les moyens éventuellement de saisir des cours pénales internationales ou de documenter ces affaires-là, et on ne l'a pas fait. Voilà. Il s'arrête là. Il aurait pu poursuivre, hein, c'est-à-dire donner les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Bon, c'était déjà pas mal que, créé en 2004, en 2018, ils s'excusent et qu'ils reconnaissent un certain nombre de torts. Mais là aussi, c'est pour ça que le cynisme, et malheureusement, est une composante clé de ces firmes-là. C'était en 2018, avec l'enquête du Wall Street Journal là, qui vient de sortir, on voit bien que malgré toutes ces déclarations qui n'ont que pour seul but d'éteindre les incendies médiatiques, parce que sur l'affaire des Rohingyas, ils étaient présentés devant des tribunaux et des cours pénales internationales, donc il s'agissait surtout de calmer le jeu, voilà, et de dire « ok, on a merdé, pardon, et puis on ne le fera plus, et on vous promet. » Voilà, et puis tenez-vous-en à ça, s'il vous plaît. Eric. Oui, simplement, puisque vous évoquez la question de la responsabilité considérable de ces réseaux sociaux dans l'évolution politique et géopolitique mondiale, pourquoi on la leur laisse ? Pourquoi, avec ce qu'on sait de leur avidité, de leur insincérité, de leur cynisme que vous évoquez là, n'y a-t-il pas de contrôle politique ? Pourquoi les gouvernements n'agissent pas ? Alors, c'est une très bonne question. C'est en cours, c'est-à-dire que, et c'est assez inédit là aussi, alors, d'abord, il y a une action des gouvernements qui est non nulle, c'est-à-dire qui ne solutionne pas tous les problèmes, mais on n'est plus dans la posture où, ce qui a été longtemps le cas, on disait, écoutez, vous êtes gentil, mais ce sont des sociétés privées, vous vous inscrivez chez elles librement, personne ne vous oblige à le faire, donc ensuite, ce qui s'y passe relève, c'est comme la recette du Coca-Cola, voilà, personne ne vous oblige à boire du Coca-Cola. Et puis, devant des problèmes démocratiques majeurs, documentables et éminents, que ce soit au moment des révolutions ou des printemps arabes, que ce soit au mouvement des Gilets jaunes en France, petit à petit, les États ont conscience du problème, je pense qu'ils avaient conscience du problème, mais ils se sont en tout cas suffisamment mobilisés et ont fait front commun pour limiter un certain nombre des effets les plus toxiques de ces plateformes. Et par exemple, sur la question de la vie privée, on a vu l'arrivée de ce règlement européen, qui est le RGPD, qui est une très bonne idée au départ, qui vise à amorcer, à sortir d'un cercle vicieux pour amorcer un cercle vertueux, avec l'idée de dire, écoutez, vous avez le droit de donner vos données, parce que c'est les vôtres, mais le minimum, c'est qu'on doit vous demander la permission avant, on doit obtenir votre consentement éclairé, et vous devez savoir à qui vous les donnez, pour combien de temps et pour en faire quoi.
Alors bien sûr, les plateformes, elles trichent avec le RGPD, elles le contournent, elles utilisent tout un tas de stratagèmes. Le petit bouton, par exemple, quand vous naviguez sur le web, vous savez que pour accepter tous les cookies, ça c'est super facile, c'est celui qu'on vous met en façade. Et puis si vraiment vous voulez personnaliser, parfois c'est compliqué, il faut descendre, il faut aller chercher, il faut cliquer sur 2-3 trucs. Bon bref, mais il y a un cercle qui se met en place qui est plutôt un cercle vertueux. Et puis, surtout, il y a 2 idées qui émergent et qui, quand on les émettait, ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans, faisaient qu'on passait pour de dangereux gauchistes, hurluberlus ou staliniens, et qui viennent de la campagne américaine des démocrates, avec un certain nombre de personnalités qui ont dit ça suffit. On a inventé aux États-Unis les lois antitrust pour régler le problème de type Microsoft, qui était présent par défaut sur tous les ordinateurs. On a manifestement un problème qui est de l'ordre des lois antitrust et qui s'applique cette fois-ci non pas simplement au fait d'installer un système d'exploitation par défaut sur des ordinateurs, mais au fait d'installer au cœur de la démocratie des processus qui finissent par être nuisibles à la démocratie elle-même. Donc il y a aux États-Unis des gens tout à fait sérieux, des politiques qui défendent l'idée. Alors, soit en France, on pourrait presque parler d'une nationalisation, même si ça n'a pas de sens, mais en tout cas l'idée d'un démantèlement de ces plateformes. Avec l'idée de dire, Facebook, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un média social, mais c'est une messagerie instantanée, c'est un autre réseau social qui s'appelle Instagram. De la même manière, Google, c'est le moteur de recherche, mais c'est aussi YouTube, ainsi de suite. Donc, il faut faire exploser ces sociétés. Voilà. Il faut les démanteler et il faut qu'il y ait des entités différentes parce qu'il n'est pas normal que Facebook ait accès aussi aux données WhatsApp, aussi aux données Instagram, aussi, etc., etc. Donc la première étape dans le débat public, c'est ça, c'est de dire démantelons ces sociétés et revoyons, mais c'est compliqué, revoyons la doctrine des lois antitrust, parce que telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, c'est compliqué de les appliquer stricto sensu juridiquement à ce qu'est devenu Facebook. Donc c'est possible, il y a des gens qui travaillent là-dessus à temps plein, si j'ose dire, mais il ne faut jamais oublier non plus que ces sociétés-là, en tant qu'acteurs de marché, elles ont bien sûr des avocats qui aussi bossent jour et nuit et elles anticipent ces phénomènes-là. Alors l'exemple le plus frappant, c'est Google, qui lui aussi a plein de qualités mais plein de défauts, et qui, il y a quelques années, a complètement changé sa structure financière et institutionnelle. Avant, il y avait une société qui s'appelait Google et où il y avait tout. Il y avait Gmail, il y avait YouTube, il y avait tout ça dedans. Et puis là, ils ont créé une société mère qui s'appelle la société Alphabet, et ils ont créé des entreprises distinctes à l'intérieur de cette société mère. Et ils ont fait ça, pas pour mettre du clair dans leur livre de compte, ils ont fait ça parce qu'ils étaient visés par des enquêtes de type antitrust qui risquaient d'aboutir et de les condamner en tout cas à de lourdes peines financières. Donc ils ont dit, ok, si c'est trop compliqué, on va isoler les cœurs de métier, et puis du coup, comme ça, plutôt que de nous donner une amende sur la totalité des services Google, elle ne pourra s'appliquer que sur le moteur de recherche ou que sur YouTube, etc., etc. Mais de la part des États, c'est une question de cynisme ou d'impuissance? Parce que là, on parle d'impuissance. Je sais, par exemple, que le gouvernement français est en train de recruter, ou l'a fait, 2000 modérateurs, ou en gros 2000 espions, pour s'attaquer au problème des fake news. C'est dérisoire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les États, finalement, profitent d'une certaine manière de ces réseaux sociaux? Comment? J'en sais trop rien. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut parler de cynisme à propos des États? Il n'est pas impossible que pour certains États, en tout cas, il y ait des formes de cynisme. En tout cas, il y a des formes de connivence et de collaboration qui sont évidentes et qui, là aussi, sont documentées. Alors, dans des États non démocratiques, bon, effectivement... La Chine, bien entendu. Oui, mais même dans des États... Vous donnez quelques exemples dans le bouquin d'un ancien proche, d'un ancien président de la République qui prend la tête de Facebook France. Oui, c'est le directeur général Europe de Facebook qui s'appelle Laurent Soli, qui c'est là aussi, je le raconte dans le livre, mais c'est tout à fait traçable. Patron de la pub chez TF1, ex-directeur adjoint de campagne de Sarkozy. Et directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy quand il était au ministère de l'Intérieur. Donc c'était un politique d'abord, quelqu'un qui était dans le circuit politique. Et ce qui est intéressant dans l'histoire que je raconte, c'est que à un moment donné, Facebook est visé par une enquête fiscale. Parce que ça aussi c'est un autre sujet, mais vous savez qu'Amazon ne paie pas d'impôts, ou en tout cas paie 1 euro d'impôt aux États-Unis, ce qui
prête même plus à sourire, ce qui tire juste des larmes. Donc bref, il y a un vrai sujet sur la politique fiscale de ces entreprises. Facebook en France donc fait l'objet d'une enquête fiscale. À l'époque, Laurent Sauli est donc toujours directeur de cabinet ou directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Et il se trouve que Facebook va créer un poste qui n'existait pas, qui est à l'époque Facebook DG France, et que bizarrement, Laurent Sauli va intégrer ce poste-là. Depuis, il a pris du galon, il est DG Europe. Et ce qui est étonnant, c'est que dès la nomination de Laurent Sauli à ce poste-là chez Facebook, l'enquête fiscale s'arrête. Voilà. Alors, pour être tout à fait sincère et ne pas alimenter de fake news, Facebook a réglé une partie de l'amende fiscale qui commençait à grimper, mais qui, si à un moment donné l'enquête fiscale ne s'était pas arrêtée, aurait continué de grimper. Voilà. Donc, on a éteint le robinet. Bon, il y a plein d'autres exemples. Alors, il y a à la fois des affaires de pantouflage assez classiques dans tous les systèmes démocratiques. C'est un secret pour personne. Voilà, les anciens directeurs de cabinet de l'éducation nationale ont à peu près tous fini chez Microsoft. Donc il y a ces effets de pantouflage-là, mais encore une fois, à cette échelle et sur les sujets que brasse Facebook ou d'autres, les enjeux sont autres que simplement la fin de carrière de tel haut fonctionnaire, par ailleurs tout à fait brillant. Voilà. Oui, dans le prolongement des questions qu'a posées Eric, dans votre livre, vous ouvrez des pistes pour solutionner un petit peu ces effets pervers de réseaux qui mélangent à la fois le public et le privé. Alors vous dites effectivement, le web reste un espace pour le moment public. Le problème, c'est que les plateformes, elles, qui ont assuré une forme de service public pendant un certain temps, ont vu le privé prendre, je veux dire, largement le dessus sur le public. Et vous évoquez cette idée qu'on pourrait peut-être imaginer une solution autour d'un service public ou de services publics. Alors, est-ce que vous pouvez développer cette proposition ? Oui, bien volontiers. Donc l'idée, effectivement, c'est de dire, quand on observe là aussi sur le temps long, puisque moi j'ai la chance de pouvoir être payé pour faire ça, la manière dont ont évolué ces plateformes et la manière dont ces plateformes sont arrivées sur le web, il y a un effet peau de chagrin. C'est-à-dire qu'au départ, le web est l'espace que j'ai rapidement décrit tout à l'heure. Et puis, des plateformes privées arrivent. Et du coup, ce qui change, en fait, c'est notre rapport à ce qu'est un espace privé et à ce qu'est un espace public. Parce qu'en fait, ces plateformes, quand on y réfléchit, elles ne sont ni entièrement des espaces publics, parce que bien sûr, d'abord, il faut commencer par s'y inscrire, ce n'est pas un espace public, mais elles ne sont pas non plus entièrement non plus des espaces privés, pour la simple et bonne raison que sinon, compte Facebook ou pas compte Facebook, on ne serait pas là à en discuter, à écrire des livres sur le sujet, et dans une société où le moindre haussement d'épaule de Facebook peut déclencher des soubresauts démocratiques. Donc elles alimentent le débat public, elles font partie du débat public, et donc il faut trouver un moyen de clarifier la situation. Alors des moyens, il y en a plein, il y a le démantèlement qu'on évoquait tout à l'heure, il y a cette idée d'un service, d'un espace public, plus exactement, du web. Il y a cette idée de développer, alors quand on parle de ça, on est souvent, enfin les gens qui parlent de ça sont souvent caricaturés comme des activistes ou de doux rêveurs. Il y a des plateformes qui reposent, enfin il y a des logiciels qui sont développés sur des modèles open source, du logiciel libre. Si j'ose dire, les 2 années terribles là qu'on vient de passer ont été l'occasion d'un test grandeur nature. On a vu ce qui s'est passé. Au début, tout le monde s'est jeté sur les outils propriétaires, dans l'école, à l'université, peut-être vous pour différentes parties de votre vie, parce qu'il y avait que ça qui tenait le choc, il y avait que ça qui tenait la route et qui permettait, dans l'urgence, de retrouver des formes de sociabilité ou d'accès à l'information, et des formes d'enseignement aussi. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est mis à réfléchir. On a compris que basculer tous nos étudiants sur Zoom, par exemple, c'était super pratique, parce qu'effectivement, il n'y a que ça au début qui tenait et qui fonctionnait, mais dès qu'on a pu, on en est sorti. Et du coup, on est revenu. Et puis l'université de Nantes, puisque j'appartiens à cette maison-là, elle a toujours eu l'intelligence de travailler sur les 2 tableaux, c'est-à-dire qu'elle a acheté des licences Zoom pour permettre à l'intendance de suivre et pour que les étudiants aient quelque chose, et nous aussi. Et puis, dès qu'on a pu, on a remis en avant des outils qui étaient saturés au départ, mais qui ensuite ont tenu le choc.
et qui posait éminemment moins de questions en termes de vie privée ou autre. Donc il n'est pas utopique d'imaginer, il n'y aura pas d'autres Facebook, comme il n'y aura pas d'autres Google. Mais ce que je rappelle souvent à mes étudiants, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, et que quand Google est arrivé en 1998, personne, mais quand je dis personne, c'est vraiment personne, n'imaginait qu'on puisse inventer un moteur de recherche de meilleure qualité que ce qui était à l'époque AltaVista, qui régnait en termes de part de marché et qui occupait toute la place. Et quand vous demandiez aux ingénieurs, aux spécialistes, aux analystes, aux chercheurs, tout le monde vous disait ben non, AltaVista, on ne peut pas faire mieux. Et puis deux gars débarquent avec une équation assez simple, avec une idée surtout assez simple, qui est de dire finalement l'intérêt d'une page, on peut le calculer simplement en comptant le nombre de liens qui pointent vers cette page. Donc ils n'ont pas inventé, bon, puis c'était une vieille idée, mais bref, je passe. Et en 6 mois, la totalité des usages bascule. Alors que 6 mois avant, personne n'imaginait qu'il puisse y avoir autre chose qu'AltaVista. Facebook, alors, ce n'est pas le même effet d'échelle, donc peut-être qu'il faudra plus de temps, mais en tout cas, il n'y a pas de déterminisme linéaire et fini de la technique. Il peut y avoir d'autres outils qui émergent, et les puissances publiques, pour répondre plus directement à votre question, les citoyens, la formation, mais aussi les acteurs publics ont un rôle à jouer. Il est par exemple hallucinant, pour reprendre un exemple que je détaillais un petit peu tout à l'heure, que l'éducation nationale continue d'affirmer qu'elle soutient le logiciel libre, tout ministère confondu, hein, de la gauche à la droite, de Blanquer à Najat Vallaud-Belkacem. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Donc, officiellement, tout le monde dit qu'il faut du logiciel libre. Et puis, officiellement, toujours aussi, tout le monde va signer et reconduire les mêmes contrats d'exclusivité avec Microsoft pour équiper l'ensemble des collèges. Est-ce que ça a à voir avec les directeurs de cabinet qui... C'est pas impossible qu'il y ait un lien. Oui. C'est pas impossible qu'il y ait un lien. Ou peut-être tout simplement avec nous-mêmes, parce qu'on a parlé de la responsabilité des Facebook, etc. On a parlé de celle des États et leur impuissance, mais on n'a pas parlé de notre responsabilité à nous. Est-ce que finalement, c'est pas nous le problème? Parce qu'on accepte, sous prétexte de service qui est rendu, de fermer les yeux sur un tas de biais. Oui, bien sûr, c'est l'autre partie du problème, effectivement, c'est nous. Ça commence toujours là. Alors il y a ce qu'on pourrait qualifier de... Enfin, il y a le discours sur la servitude volontaire, hein, qui s'applique parfaitement à ce que font les plateformes, c'est-à-dire qu'il ne nous reste qu'à nous soulever et qu'à regarder les yeux dans les yeux nos maîtres, et puis a priori, ça pourrait s'arrêter là. Alors c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, parce que quel que soit, alors ça aussi dans toute l'histoire, des outils d'information, de notre rapport aux médias, il y a toujours un rapport qui se joue autour de la fameuse balance bénéfice-risque, qui est devenue, depuis le Covid, là, une notion parfaitement maîtrisée par tout le monde. Donc bien sûr que si on continue d'être 2,8 milliards sur Facebook, bien sûr que si on continue tous à utiliser Google, c'est d'abord parce qu'il y a le plateau du bénéfice qui est très élevé. Et effectivement, c'est très pratique, c'est très fluide, c'est gratuit. Ça donne des résultats pertinents, parce que sinon, là aussi, on arrêterait de l'utiliser, c'est aussi simple que ça. Donc la première clé, c'est nous-mêmes. Et puis, il y a les risques. Alors les risques, l'exemple que je prends souvent, c'est l'analogie avec la télé. On ne peut pas être en permanence spectateur ou analyste de ses propres pratiques. C'est-à-dire qu'on a tous ici, si on engage le débat là-dessus, un avis sur la télé-réalité, les émissions de Cyril Hanouna ou les débats de Pascal Praud. Et peut-être qu'on trouve tous que c'est exagéré, c'est sans queue ni tête, et ainsi de suite. Et pour autant, il nous est arrivé, je pense pouvoir parler presque en notre nom à tous, de se trouver à regarder ce type de débat, d'émission, parce qu'on est fatigué, parce que ça détend, parce qu'on aime bien s'énerver aussi à regarder des gens qui nous énervent de temps en temps. Donc, et à ce moment-là, quand on est dans notre canapé en train de regarder ces émissions dont on sait qu'elles ne vont ni nous rendre plus intelligents, ni nous permettre de nous émanciper, on n'est plus l'analyste ou le spectateur de ses propres pratiques. Et là où ces sociétés sont très fortes, bien plus fortes que ne peuvent l'être les anciens médias de type radio ou télé, c'est qu'elles ont la capacité de nous mobiliser et de nous sortir à chaque fois de notre situation, de la posture critique par rapport à nos propres usages. Dès qu'on commence à réfléchir un petit peu et à se dire « Ah oui, effectivement, c'est quand même pas si compliqué que ça de fermer son compte Facebook ou de naviguer sur un autre média », hop, dans notre fil d'actualité, on a toujours quelque chose
qui nous ramènent à de l'instinctif, à de l'émotif, à du pulsionnel. Et donc, on finit par devenir non pas émancipé, mais aliéné. Mais effectivement, c'est pour ça que dans le livre, je donne à la fin 3 clés pour essayer de sortir de ça. Et la première clé, c'est l'éducation. C'est une porte ouverte que de le dire, mais c'est vital. Et on le voit, et ça marche, et ça fonctionne. C'est 15 ans que moi je forme, enfin je ne suis pas tout seul heureusement, des étudiants à ces questions-là. La construction médiatique de l'utilisateur, enfin souvent médiatique, de l'utilisateur naïf, dépendant, feignant, en manque de lucidité critique, c'est une construction médiatique. Les gens sont conscients que les services qu'ils utilisent sont biaisés, qu'ils ont des torts, qu'ils présentent des dangers. Simplement, là, pour le coup, ils n'ont pas toujours connaissance des alternatives. Et surtout, il faut expliciter le mécanisme d'aliénation. Une fois que le mécanisme d'aliénation est devenu transparent pour ceux qui, un temps, se sont vus comme aliénés, ben à ce moment-là, c'est une autre question qui intervient, celle du libre arbitre. Donc chacun est libre ensuite d'en sortir ou d'y rester. Ou d'y rester, ce qui est un moindre mal, en mesurant les limites, les risques et les dangers. Oui, en fait, j'aime beaucoup cette idée d'une sorte de service public du réseau social. Enfin, il y a quelque chose qui pourrait émerger de ce côté-là, mais on sent aussi aujourd'hui que les personnes sont assez méfiantes aussi du public. Et quelque part, est-ce qu'on ne créerait pas d'autres réticences entre finalement un choix entre un service public ou un service privé? Ben oui, c'est là aussi, vous avez tout dit. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé pour parler d'événements récents et documentés sur lesquels j'ai travaillé. C'est par exemple ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes, où Facebook a servi, indépendamment de l'avis qu'on peut avoir sur ce mouvement-là, Facebook a servi de plateforme d'expression citoyenne pour des gens qui, quoi que l'on en pense et quoi que l'on en dise, n'avaient pas d'autres moyens. Alors vous me direz, il y a des élections, oui, d'accord, mais qui n'avaient pas d'autres moyens directs d'exprimer des formes de mécontentement et de les documenter. Moi, j'ai travaillé sur des corpus de groupes, de gilets jaunes, etc. Et très souvent, l'image qu'on en présentait dans les médias, c'était une image qui était caricaturée, ou en tout cas où il y avait beaucoup plus de contre-vérité que de vérité. Par exemple, on a beaucoup dit les groupes de gilets jaunes sont des groupes où complotistes, antisémites, où se partagent exclusivement des fake news et qui alimentent comme ça la vindicte populaire pour rien. La réalité, c'est que bien sûr, qu'en volume, il y avait des informations complotistes qui circulaient sur ces groupes-là. Mais quand on fait du carottage, hein, comme dans la calotte glaciaire, pardon, quand on plonge en profondeur dans des fils de commentaires qui font parfois, il y a plusieurs dizaines de milliers de commentaires qui s'enchaînent, et quand on traite ça avec des outils de lexicographie, on s'aperçoit que la plupart des groupes de gilets jaunes, il y avait aussi des débats qui, très sincèrement, étaient passionnants, avec des gens qui, sans animosité, sans marqueur social aussi. C'était très intéressant d'observer comment les gilets jaunes se défiaient des services publics, parce qu'ils disaient, quand on s'exprime, quand on écrit, les gens nous renvoient le fait qu'on fait des fautes d'orthographe. Et sur Facebook, personne jamais ne nous dit « Ah ben, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu, tu as fait 4 fautes dans ce mot-là. » On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. L'important, c'est pas de faire des fautes d'orthographe. L'important, c'est d'avoir un espace d'expression citoyenne. Et du coup, Facebook a occupé une place vacante. Voilà, il n'y avait pas d'autre espace médiatique. Et on a bien vu l'espèce de naufrage que ça a donné quand les espaces médiatiques classiques ont essayé de porter la parole de ces gens-là en les mettant en face de gens qui étaient des politiques, qui étaient des éditorialistes et qui ne parlaient pas, qui ne vivaient pas dans le même monde et qui ne parlaient pas de la même chose. Donc, il y a une défiance des gens pour les services publics numériques qui est beaucoup plus forte, paradoxalement, que la défiance spontanée contre des services privés numériques. On se méfie beaucoup plus du site pour déclarer nos impôts en ligne que de Facebook dans un usage standard et quotidien, mais cette défiance, elle s'explique, et deux, elle peut être corrigée, effectivement. Oui, j'ai trouvé intéressant dans votre recherche de solutions, et notamment celle que vous avez évoquée sur l'éducation, que vous mettiez en avant l'éducation populaire, la nécessité de refaire de l'éducation populaire, et en particulier cet aspect aussi où vous dites, plutôt que de former des codeurs, il faut former plutôt les gens à la morale et à l'éthique.
faut former des décodeurs. La formule est jolie, je vais vous la piquer pour le prochain bouquin. Oui, non, c'est l'essentiel. On a beaucoup mis en avant l'enseignement et la pratique du code informatique à l'école, alors parfois avec des niveaux d'aberration sidérants où on s'est retrouvé avec des ministres qui expliquaient sans sourciller que la priorité à l'âge de 4 ou 5 ans, c'était d'apprendre à coder des pages web. Bon, ça n'a aucun sens. Mais le code, c'est quelque chose qui est important. C'est important, effectivement, qu'on puisse comprendre, pas à la maternelle, pas à l'école primaire, parce qu'il y a d'autres enjeux, en tout cas à mon sens, mais qu'on puisse comprendre comment fonctionne un algorithme, comment est construite une page web, et que chacun puisse avoir les outils pour s'émanciper et justement pour créer éventuellement sa page web ou son site un jour, ça c'est vital. Mais ça ne résoudra rien. C'est-à-dire que ce qui est fondamental dans la dimension éducative, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le code n'est qu'un biais et que derrière le code, il y a des gens qui transmettent des valeurs. Il y a eu récemment, je sais pas, pour prendre un exemple, il y a eu sur Facebook, mais il y avait eu la même chose sur Google Images il y a quelques années, une vidéo qui circule où on voit un jeune homme afro-américain qui fait je ne sais plus quoi. Bon, bref, cette vidéo circule et en dessous de la vidéo, le système de recommandation de Facebook dit aux gens voulez-vous regarder d'autres vidéos de gorilles ? Alors voilà, les gens font ça. C'est-à-dire, il y a quelques années, Google, dans son outil qui s'appelle Google Images, sur des photos qui présentaient des couples, il y avait différents couples, et il y avait un couple d'Afro-Américains, et même chose. Alors une fois, c'était les gorilles, et puis l'autre fois, c'était des primates. Voilà, pour Facebook, c'était vous voulez voir d'autres vidéos de primates. Et Google Images avait tagué ce couple d'Afro-Américains en proposant aux gens de voir d'autres photos, images de gorilles. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple-là ? D'abord parce qu'il est évidemment choquant et parce que derrière, pendant très longtemps, on a essayé d'expliquer que c'était la faute du code, c'était une petite bêtise, c'était une erreur, c'était quelqu'un qui avait merdouillé dans le code et puis bon, on s'excuse et puis on passe à autre chose. Mais non, aujourd'hui où la reconnaissance faciale, par exemple, est un enjeu prédominant dans tout un tas de sociétés, y compris démocratiques, on est en train de s'apercevoir que les jeux de données qui permettent d'entraîner les caméras qui sont un petit peu partout à reconnaître nos visages dans l'espace public, masqués ou démasqués d'ailleurs, dans ces jeux de données-là, il y a quasiment une absence totale parfois d'Afro-Américains, de Chinois, d'Asiatiques, et donc il y a uniquement des profils d'Indo-Européens blancs. Et du coup, à partir de là, les personnes noires sont doublement discriminées, puisqu'effectivement, on a tendance, encore une fois, à toujours les stigmatiser davantage. Elles sont totalement invisibles pour ces outils-là. Et en plus de ça, comble du comble, si j'ose dire, on va les rapprocher, on va les associer à des photos de gorilles, de chimpanzés. Donc bref, on est de retour au XVe siècle. Alors là, vous soulevez un autre problème. On va peut-être ouvrir une boîte de Pandore, mais on parle de racisme. Et vous avez évoqué aussi le sexisme, le péché originel de ces réseaux. Facebook, vous avez rappelé comment et pourquoi ça a été créé, pour noter des jeunes étudiantes. Alors bien entendu, ça a dépassé ça, mais malgré tout, ça m'intéresserait de connaître le pourcentage entre les hommes et les femmes parmi ces influents dont vous parliez au démarrage qui ont... Alors, avec peut-être oui. l'autre face de la médaille qui est, par exemple, le mouvement MeToo qui s'est développé et qui a vécu, enfin qui vit grâce aux réseaux sociaux. Alors là aussi, la médaille est son revers, ou le couteau qui peut être utilisé pour faire de la chirurgie ou pour assassiner quelqu'un. Il y a alors c'est une citation extraite d'une conférence d'une chercheuse qui s'appelle Zeynep Tufekci, qui est sociologue et qui est activiste sociologue et qui est spécialiste des cultures numériques et de ces outils. Et dans une conférence qu'elle avait donnée dans le format des conférences TEDx, le titre d'une de ces conférences, c'est « Comment l'Internet a permis l'émergence, a facilité l'organisation des révolutions sociales, mais en a compromis la victoire ». Et on est toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, pour que des thématiques, effectivement, marques, s'installent dans le débat public, il n'y a pas mieux pour attirer l'attention, pour allumer l'incendie, que le hashtag Twitter. Il n'y a pas mieux pour susciter l'indignation légitime ou illégitime que la mobilisation sur Facebook. Ce sont des
des infrastructures. Zuckerberg, il parle de son site, il dit « je veux bâtir une infrastructure sociale ». Il ne parle pas de médias, il dit « je veux une infrastructure sociale ». Il n'y a pas mieux que ces infrastructures-là pour permettre effectivement à des thématiques importantes et parfois invisibles d'émerger. C'est le cas du sexisme, c'était le cas des Gilets jaunes en partie, puis c'était aussi quand même sur les ronds-points, il ne faut pas complètement tout ramener à Facebook. Mais dans le même temps, il y a ce qu'on sait depuis des années et qui est aujourd'hui débattu et souvent pourfendu autour des questions, ou caricaturé autour des questions d'intersectionnalité. Il y a une chercheuse qui s'appelle Timnit Gebru, qui est une chercheuse de chez Google, qui est spécialiste en intelligence artificielle, qui est éthiopienne, je crois, d'origine, et qui est mondialement reconnue comme étant une des spécialistes de l'intelligence artificielle. Elle travaillait chez Google, et elle travaillait notamment sur la question que j'évoquais tout à l'heure, comment on fait pour que dans les bases de données ou les systèmes de reconnaissance automatique, il y ait moins de biais en fonction de l'origine ethnique pour essayer de pondérer ça. Et elle avait démontré que les systèmes de Google étaient biaisés, parce que les jeux de données étaient pas représentatifs, parce que la manière dont ils étaient utilisés, programmés, codés, véhiculaient aussi un certain nombre de stéréotypes ethniques et donc potentiellement racistes, et donc elle avait tiré une sonnette d'alarme. Et elle a fondé un mouvement qui s'appelle Black in AI, donc les Noirs dans l'intelligence artificielle. Et bien cette chercheuse-là, quand elle a publié un article avec ses résultats, elle était donc salariée de Google, puisqu'aux États-Unis, la réponse de Google, ça a été de la licencier. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient licenciée parce qu'elle avait dit du mal elle avait démontré et documenté les biais de leur système. Ils ont dit on la licencie parce qu'elle a signé une clause et quand on fait de la recherche chez Google, avant de publier dans une revue scientifique, il faut obtenir l'accord de Google. Elle ne l'avait pas demandé, elle n'avait pas rempli le formulaire B27, donc faute grave, on la licencie. Bon, tout le monde voit bien de quoi il se passe, d'autant que deux de ses collègues qui bossaient avec elle dans la même unité de Google en charge des questions éthiques se sont fait licencier dans la foulée puisqu'elles avaient le double tort d'être également d'une origine, d'être noires de peau et d'avoir défendu Timnit Gebru. Donc ces sociétés-là, elles ont un problème avec ça. Ce problème, il est documentable, il est traçable, de la même manière qu'il est traçable que quand des hommes blancs développent des algorithmes, eh ben oui, ils font passer des valeurs qui sont celles des hommes blancs, éduqués, riches, qui les développent. C'est difficile à entendre parfois, mais c'est la réalité objectivable et démontrable. Et là aussi, pour revenir juste sur l'importance au-delà du code d'enseigner les valeurs, il y a un article qui est absolument fondateur d'un monsieur qui s'appelle Laurence Lessig, qui est prof de droit constitutionnaliste, qui a inventé, pour ceux qui connaissent ça, le système des licences Creative Commons. Et Laurence Lessig, qui est un grand militant des libertés numériques aussi, il a écrit un très court texte, un article que vous retrouverez facilement en ligne, qui fait 4 pages, qui s'appelle « Code is law », le code est la loi. Et dans cet article, en 2000, il dit « si on ne forme pas aujourd'hui les ingénieurs, les codeurs, les développeurs sur des questions philosophiques, morales, éthiques, politiques, religieuses, on va droit à la catastrophe. » Et il documente tout ce qu'on est en train d'observer à peu près, c'est-à-dire effectivement ces biais, ces stéréotypies racistes qui ressortent, ces biais de représentativité dans de larges corpus, mais qui finissent un outil technique qui fabrique du social derrière. Et du coup, le problème, ce n'est pas tellement l'outil technique, c'est le social qui fabrique à la sortie de cet outil technique. Et l'autre face de la médaille, alors c'était quoi c'est le mouvement MeToo, par exemple. Oui, alors le mouvement MeToo, effectivement, ce mouvement-là, alors c'est toujours compliqué là aussi d'imaginer l'histoire sans Facebook ou sans Twitter. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait pas existé de la même manière s'il n'y avait pas eu le relais des réseaux sociaux, de la même manière que si Facebook n'avait pas existé, ça n'aurait pas empêché les Gilets jaunes de s'installer sur les ronds-points. Par contre, on n'aurait jamais autant parlé des Gilets jaunes, on n'en aurait pas parlé de la même manière, et les résultats de la crise n'auraient, ça c'est sûr et certain, aucunement été les mêmes. Donc ce revers de la médaille, il est là. Voilà. Un peu sur cette idée, dans mon introduction, j'évoquais les raisons d'être optimiste ou pas. Pourriez-vous nous esquisser 2 ou 3 scénarios possibles dans 20 ans? Parce que 1, c'est pas sympa.
2 jours. Juste, voilà, 2 ou 3 scénarios possibles. Pour sortir de l'ornière. De l'ornière, ou y rester, ou s'enfoncer encore plus. Alors, je suis un optimiste raisonné, c'est-à-dire que j'aime bien pousser le curseur vers ce qu'il peut y avoir de pire, pour qu'une fois qu'on en a pris conscience, collectivement, on puisse construire les outils qui nous permettent de s'arrêter avant d'être au bout de la chaîne. À l'heure actuelle, sincèrement, dans la manière dont se construit et dans la manière dont est arbitré le débat public et démocratique dans les médias, même si ça ne veut pas dire grand-chose, je suis assez résolument pessimiste. Mais je ne suis pas pessimiste parce que Facebook, je suis pessimiste parce que le modèle économique, tout le monde voit, ou sinon vous pourrez regarder chaque année dans le Diplo, il y a un article sur qui possède qui dans les médias, et chaque année, il y a un cercle au milieu qui grossit. Au début, il y avait 3-4 personnes, et puis il n'y en a plus que 3, plus que 2, plus qu'une, et du coup, on se retrouve, toutes choses égales par ailleurs, avec quelques individus qui, à eux seuls, sont en capacité d'orienter le débat public, alors avec des outils et des stratégies différentes. Un Vincent Bolloré n'est pas un Mark Zuckerberg, ni culturellement, ni symboliquement, ni même... ils n'ont pas les mêmes leviers d'action, mais ces effets de concentration, ils sont absolument délétères, et on l'observe aujourd'hui. Voilà, on le documente chaque jour. Alors encore une fois, dans le livre, je dis il y a trois leviers pour sortir de tout ça. Le premier levier, j'en ai parlé, c'est l'éducation. Le deuxième levier, c'est la régulation. Les États ont les moyens d'agir sur ces plateformes. Le RGPD l'a montré. Mais le RGPD, qui est sorti il y a quelques années, ça fait 10 ans, 15 ans que les différentes CNIL européennes, donc les Commissions nationales informatique et liberté, travaillent ensemble, poussent pour faire en sorte qu'à un moment donné, effectivement, il y a un texte réglementaire validé par l'Union européenne qui sorte et qui oblige, y compris Facebook, y compris les autres, à changer de trajectoire. Et après, une fois qu'on commence à changer de trajectoire, avec les systèmes de dynamique qui sont propres à ces plateformes-là, on a des chances de revenir peut-être parfois sur le droit chemin ou pas. Et donc, l'éducation, la régulation, et le troisième levier, c'est, dans le bouquin, je dis, c'est l'opinion. Chaque fois que ces sociétés ont reculé, chaque fois qu'elles ont cessé de faire n'importe quoi, c'est pas parce qu'elles craignaient les États, le RGPD, très sincèrement, s'ils veulent le contourner, ils le contournent. C'est pas parce qu'elles craignaient les amendes, trésorerie de Facebook ou de Google, ça représente plus rien tellement, ce sont des chiffres astronomiques, donc autant vous dire que les amendes de la CNIL, c'est comme quand notre ministre menace de ne pas aller au banquet en réprimande du contrat sur les sous-marins nucléaires, ils s'en fichent, grosso modo. Par contre, ce qui les fait bouger, c'est l'opinion. Quand elles sentent que dans l'opinion, qu'elles mesurent en permanence, puisque c'est leur cœur de métier, si j'ose dire, sur certains sujets, la vie privée en est un, les mentalités ont complètement bougé. Sur l'opinion, il y a une bascule sur la vie privée, il y a une bascule qui s'est faite il y a quelques années où le discours dominant dans la société est devenu celui de dire attention, la vie privée c'est important, attention, les GAFA et d'autres font n'importe quoi, attention, c'est pas normal qu'on utilise nos données comme ça. Et donc dès ce jour-là, elles ont freiné, elles sont revenues en arrière, parfois elles se sont excusées d'avoir fait n'importe quoi, et elles ont changé. Alors elles ont changé comme peut changer une entité commerciale, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de Coca-Cola, quand on peut documenter qu'il y a une corrélation, voire une causalité avec des effets d'obésité, Coca-Cola n'arrête pas de fabriquer des sodas. Il fabrique des sodas light, dont on documente quelques années après qu'ils sont au moins autant, voire davantage parfois toxiques que les précédents. Donc il faut bien sûr garder ça en mémoire, mais si on joue sur ces trois leviers, et là aussi je le dis dans le bouquin, il ne s'agit pas de dire d'un côté on va éduquer les collégiens ou les lycéens, de l'autre on va faire des articles dans la presse pour jouer sur l'opinion. Tout ça c'est un cycle. C'est-à-dire que les mécanismes de régulation efficaces, y compris le RGPD, ils ne peuvent se mettre en place que quand l'opinion est préparée. Si vous sortez le RGPD il y a 10 ans, au bout d'une semaine on n'en parle plus parce que personne voit le problème, personne n'a l'impression d'être en danger quand il confie ses données. Donc les trois doivent marcher ensemble. Ça m'inspire deux questions, ce que vous dites à propos de l'opinion, la compréhension du fait que, apparemment, on voit bien dans l'actualité, là, l'opinion se méfiera toujours plus de tous anti-Covid
que de Facebook. Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi. Et puis la deuxième question, c'est sur la régulation. On a actuellement, il y a en France une loi anti-concentration. On a actuellement TF1, M6 qui vont sans doute se rapprocher. Et on invoque la menace Facebook pour justifier un assouplissement finalement de la loi anti-concentration française. Donc Facebook peut même être un argument qui favorise la concentration des médias européens, par exemple. Alors, on va commencer peut-être par l'opinion. Enfin, après tout, vous commencez comme vous voulez. L'opinion est tous anti-Covid. Puis après, vous me recadrerez, parce que donc, sur tous anti-Covid, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a une défiance qui est, j'ai presque envie de dire de manière un peu cynique, saine et naturelle des citoyens envers les dispositifs de régulation publique. Effectivement, quand on est citoyen, on questionne toujours l'intérêt des acteurs publics à mettre en place telle réforme, telle application, et on est beaucoup plus exigeant envers des acteurs publics qu'on ne l'est envers des acteurs privés, ce qui n'est pas forcément un problème. Moi, ça me va bien que quand effectivement le gouvernement sort une application tous anti-Covid, qu'il y ait tout de suite tout un tas d'associations, de militants, d'experts qui ouvrent tout ça, qui regardent, parce que c'est comme ça que l'histoire avance. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une application qui sort, c'est comme ça qu'on a des jeux de données, par exemple, qui sont en accès ouvert aujourd'hui. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. Mais pourquoi pas la même prudence avec des acteurs privés, mastodontes comme ceux dont on parle? Parce que, je le disais tout à l'heure, le ratio de la balance bénéfice-risque, il est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des usagers des services publics, parfois quotidiens pour certains services publics, mais on n'a pas les mêmes leviers, à la fois cognitifs, y compris biochimiques aussi, en termes d'effet de récompense, que quand on est un utilisateur des réseaux sociaux. Donc, ça fait partie du modèle d'entraînement, du modèle économique de ces outils-là, que de faire en sorte qu'on s'interroge le moins possible sur leur légitimité à capter notre attention et nos émotions et tout le reste. Mais ça bouge là aussi. Et de la même manière, pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés, il y a toujours, depuis le temps que je travaille sur le sujet, et je ne suis pas le seul à le documenter, il y a toujours des effets de balancier. C'est-à-dire qu'on commence par être extrêmement méfiant quand une application sort, mais de la même manière, on a beaucoup parlé effectivement de la méfiance sur tous anti-Covid, mais il faut se rappeler que dans les premiers temps de la pandémie, Apple, Google ont aussi sorti des applications ou des données qui permettaient par exemple de mesurer les effets en termes de circulation des véhicules, etc., ou qui travaillaient sur des applications pour faire ce que fait tous anti-Covid, et qu'il y a eu le même mouvement de méfiance. Il a été moins documenté et moins présent dans certaines sphères du débat public, mais ça a existé. Et là, on revient à la problématique d'éducation, puisque je crois que tous anti-Covid, c'est 10 millions d'utilisateurs, et Doctolib, c'est 63 millions. Et Doctolib, derrière, il y a toute une problématique de gestion des datas de santé qui pose bien d'autres problèmes que ceux de la gestion des datas de santé par l'État. Bien sûr, et puis il y a autour de Doctolib, alors on ne va pas faire là un débat sur Doctolib, mais qui est un site, encore une fois, qui est... J'espère que Cédrico ne regarde pas ce débat, mais qui fait partie des licornes françaises, donc de ces sociétés. Et puis c'est un site qui fonctionne bien et qui rend des services quotidiens à des millions de gens. Donc de quel droit pourrait-on dire presque en viendrait-on à questionner la légitimité de Doctolib? Parce que derrière, effectivement, il y a des zones d'ombre. Alors il ne s'agit pas de voir des zones d'ombre partout, mais il y a des relations qui sont établies entre le CA de Doctolib et des gens qui sont... aux manettes dans certains ministères au moment où Doctolib acquiert et se positionne sur certains marchés. Donc c'est pas grave. C'est pas grave si c'est su, si c'est documenté, si c'est explicite. Si ça ne l'est pas, c'est embêtant. Il y a des zones d'ombre sur effectivement la manière dont Doctolib traite ce qu'il fait d'un certain nombre de nos données de santé. De la même manière que quand on a annoncé à grand renfort de trompettes que la France allait se doter d'un qu'on appelait le Health Data Hub, donc c'est une espèce de centralisation de toutes nos données de santé. Tout le monde a dit chouette, parce que c'est des données importantes, et puis tout de suite on nous a dit, alors par contre on va stocker tout ça chez Microsoft. On a dit, pourquoi? Et donc Cédrico et d'autres ont expliqué que c'est parce qu'on n'a pas en France d'acteurs qui soient capables de sécuriser les données de santé et d'en stocker autant. Et là, les gens qui connaissent un petit peu ces milieux-là ont ouvert des grands yeux ronds, comme je suis en train de le faire, et on dit, mais il y a OVH, là, ils vont rentrer en bourse bientôt, c'est quand même pas des
c'est pas des charlots, c'est l'équivalent de grands hébergeurs américains. Ils ont tout ce qu'il faut en termes d'architecture serveur, de sécurisation. Donc si vous choisissez de mettre des données, si l'État français choisit de mettre des données qu'il dit lui-même être tout à fait stratégiques sur une infrastructure réseau de Microsoft, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans la définition du débat public autour de ces questions-là. Et c'est ça aussi, c'est ce type de permanence dans le discours de l'État et dans les actions qu'il met en place qui conforte derrière certains discours radicaux sur, puisque ça fait des années que l'éducation nationale signe avec Microsoft, puisque là vous continuez de donner les données de santé toujours à Microsoft d'ailleurs, que voulez-vous qu'on vous accorde d'emblée notre confiance quand on vous dit de déployer une application tous anti-Covid, même si, alors pour le petit tacle sympathique, elle a quand même été au début en tout cas, mais développée n'importe comment avec des bugs qui étaient assez ahurissants. Bon, ça peut arriver là aussi, tout le monde était pris dans l'urgence, mais quand même ça a été documenté, donc c'était pas très sérieux au départ en tout cas, mais après ils ont fait le taf. Ils ont ouvert le code, il y a d'ailleurs plein de gens qui ont contribué pour l'améliorer, et aujourd'hui c'est une application qui fonctionne, qui est robuste du point de vue de la CNIL, qui ne met pas en danger nos libertés, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas faillible comme tout système informatique, hein. Il n'y a pas de banque qu'on ne peut pas forcer, il n'y a pas de système informatique qu'on ne peut pas hacker, ça n'existe pas. Voilà. Oui, il restait la question de la régulation, puisqu'on était sur l'optimisme-pessimisme. Finalement, on voit bien que la tendance, c'est plutôt à une forme de dérégulation sous les coups de boutoir d'une puissance mondiale, finalement, que ce soit celle des États, la Chine, les États-Unis, ou celle de grandes entreprises comme Google, Facebook, etc. Alors, c'est quoi les moyens de régulation ? C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je n'ai pas répondu effectivement parce que je connais moins le dossier TF1 M6, même si je vois bien les enjeux. Mais les principaux problèmes, c'est d'abord, les États, il faut bien comprendre, en situation de porte-à-faux par rapport à toutes ces plateformes. Parce que ces plateformes, elles collaborent en permanence avec les États sur des questions sensibles, sur la question du terrorisme, par exemple, sur la question de la pédophilie, de la pédocriminalité. Il y a des collaborations anciennes, régulières. Il y a des gens dans les services de renseignement qui sont identifiés. Il y en a 2, par exemple, en France, qui travaillent, on le sait, régulièrement avec Facebook, spécifiquement sur les sujets que je viens d'évoquer. Même sur le cyberterrorisme, sur le terrorisme, c'est beaucoup plus de 2. Donc, le fait que les États... Le fait que ces plateformes existent, quelque part, ça rend aussi service aux États, qui sont en capacité de documenter, de tracer, d'identifier, de démanteler des réseaux, de mener des actions qu'ils ne pourraient pas mener s'il n'y avait pas ces collaborations. Alors ces collaborations, quelles sont-elles exactement ? C'est très compliqué de le dire, vous l'imaginez bien, d'abord parce qu'un certain nombre d'entre elles sont couvertes par différents niveaux du secret défense, et puis parce que derrière, il y a des enjeux, effectivement, qui sont complexes. Donc, il y a cette situation de porte-à-faux politique. Il y a une situation de porte-à-faux économique. Je parlais tout à l'heure de cette espèce de rêve, de cette utopie réalisable, d'un service public du web ou d'un réseau social public. Ça ne va pas se faire sans budget. Il va falloir à un moment donné investir, créer des choses. Donc là aussi, parfois, certains États trouvent que la position, et non pas la pollution qu'occupent ces plateformes, elle les sert quelque part. Et puis, il ne faut jamais oublier que Barack Obama a été le premier, enfin en tout cas le premier à le faire de manière systématique, mais les campagnes, le financement des campagnes, alors aux États-Unis c'est tout à fait autre chose, mais ces plateformes-là sont des acteurs majeurs du jeu électoral. Et du coup, derrière, au-delà des effets de pantouflage décrits, on comprend aussi que parfois la puissance publique est doublement, triplement ou quadruplement en défaut quand il s'agit de se positionner fortement. Et là aussi, la puissance publique, ce n'est pas un secret, elle réagit notamment sous l'effet de l'opinion. Et quand le RGPD est mis en place, c'est parce que les États, à un moment donné, mesurent que dans l'opinion, les gens sont prêts et surtout que les gens ne sont pas contents. Et que si les États sont inefficaces là-dessus, comme on a bien vu qu'ils n'allaient pas inventer un nouveau Facebook ou un nouveau Google, à minima qu'ils fassent respecter la loi et qu'ils se débrouillent pour que ces acteurs payent leurs impôts. Une dernière question, puis après on va prendre des questions de la salle.
on va entrer en France dans un long tunnel électoral qui a débuté. D'ailleurs, on est bien engagé dans ce moment-là, qui va nous conduire la présidentielle, puis les élections législatives jusqu'à l'été prochain. Je vais juste lire un très bref extrait de votre livre, enfin de la conclusion de votre livre, qui dit « Nous sommes en 2055. Partout dans le monde, des gouvernements autoritaires sont arrivés au pouvoir et à chaque fois, les médias sociaux ont joué un rôle déterminant dans cette accession. Nombre de ces gouvernements ont été dissous ou se sont effondrés, non sans avoir auparavant plongé leur pays dans le chaos. » 2055, est-ce que un an après, vous pensez que l'histoire s'accélère ou... Vous n'avez pas choisi le passage le plus optimiste du bouquin. Mais ce qui est sûr, et qui est un vrai problème pour le coup, c'est qu'on a pu documenter de différentes manières et à différentes étapes de notre histoire contemporaine récente la manière dont ces plateformes, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de Twitter, c'est le cas de Google, ont une influence, sont en capacité d'influencer le vote. Alors, pour faire court et simple, il y a deux théories qui s'opposent. Il y a les gens qui défendent l'idée d'un effet fort des médias et d'autres qui défendent l'idée d'un effet faible des médias. Donc il y a des gens qui pensent qu'à lui seul, Facebook est en capacité de faire élire ou de ne pas faire élire quelqu'un. Et puis il y a des gens, dont je suis, qui pensent plus raisonnablement que, notamment sur le processus de vote, qui est un processus multifactoriel, il y a tout un tas de raisons qui font que jusqu'au dernier moment, on va voter pour telle ou telle personne. Il serait fou et faux de prétendre que ces plateformes sociales ne jouent aucun rôle dans la détermination de notre opinion et de notre positionnement politique, mais il est tout aussi fou et faux d'affirmer qu'à elles seules, elles sont en capacité de faire basculer le vote d'un pays. Ce qu'on a documenté, c'était le cas avec l'élection de Trump, le scandale Cambridge Analytica, mais ça a été le cas, il y a eu tout un tas de chercheurs qui ont travaillé sur des élections, notamment en Inde. Je vous donne juste cet exemple parce qu'il me semble à chaque fois parlant et interpellant. En Inde, on a démontré ce qu'on a appelé le Search Engine Manipulation Effect, donc l'effet de manipulation des moteurs de recherche. On a pris des cohortes de gens, certains qui savaient pour qui ils allaient voter, d'autres qui ne savaient pas, qui étaient indécis. Et on a proposé aux gens de faire des recherches. Simplement, ces recherches, on les avait bidonnées, on s'arrangeait pour que ce soit toujours les mêmes résultats qui s'affichent, que vous sachiez pour qui voter ou pas, mais simplement, sur une cohorte, on a modifié l'ordre des résultats. Et donc il y avait toujours 10 résultats qui présentaient de manière égale les candidats des deux partis, mais parfois on mettait certains candidats en premier et d'autres en dernier. Et bien ça, pour les gens qui étaient indécis, pas pour ceux qui savaient pour qui voter, ça a suffi à faire pencher la balance d'un côté. C'est-à-dire que tous ceux, encore une fois, les résultats étaient les mêmes, on changeait juste l'ordre d'apparition à l'écran. Donc on pouvait tous lire les 10 résultats, mais ce n'étaient pas les mêmes qui étaient en premier. Ben, tous ceux qui avaient le candidat de droite, on va dire, en premier, qui étaient indécis, ont voté pour le candidat de droite, et tous ceux qui avaient le candidat de gauche en premier et qui étaient indécis ont voté pour le candidat de gauche. Donc quand on sait en plus comment, avec Cambridge Analytica, Facebook a permis à des gens d'aller voter, parce que ça, pour le coup, on peut le prouver et le documenter, par un effet qui est tout simple, qui est un effet de conformité sociale. Donc quand tous vos amis commencent à afficher le badge sur Facebook, parce que Facebook le propose, j'ai voté, et ben ça vous incite à aller voter même si vous n'étiez pas prêt à y aller. Et du coup, le problème, c'est que dans certains États où la participation était très faible, quand Facebook a déployé ces outils, il y a effectivement des gens, alors on peut dire c'est tant mieux, qui sont allés voter. Mais le problème, c'est qu'ils y sont allés par effet de conformité sociale et que donc, en se déplaçant, leur vote était doublement biaisé, puisque d'abord, sans Facebook, ils n'y seraient pas allés. Et en plus de ça, on sait parfaitement que dans ces États, ce sont des États qui majoritairement allaient voter Trump, puisque là, pour le coup, la sociologie électorale ment assez rarement. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je ne sais pas, j'espère qu'en 2050, on n'en sera pas à l'état que je décris dans le bouquin, mais de toute façon, on sera sous l'eau ou sous la canicule ou dans le désert, au choix. Mais effectivement, oui, il y a une vraie urgence, pour le coup, démocratique à questionner le rôle de ces plateformes spécifiquement dans les mécanismes d'engagement électoraux. Et là aussi, on retombe sur les problèmes qu'on évoquait, problèmes de biais, problèmes de connivence, sinon de corruption. Et là aussi, pour démarrer ce par quoi on a démarré cette conférence, selon que vous serez puissant ou misérable, mais qui peut dire vers où penche
Mark Zuckerberg, quand vous lisez Le Figaro, c'est ce que vous lisez. Quand vous lisez l'Humanité, c'est la même chose. Quand vous vous connectez à Twitter, à Google, à Facebook, il faut pouvoir prouver et documenter qu'éventuellement il tricherait ou qu'il pondérerait des candidats plutôt que d'autres. Et surtout, qu'est-ce qui se passe demain si Mark Zuckerberg, pour une raison qui lui est propre, se radicalise et décide de rentrer en politique active sans le dire et de soutenir sans le dire, là aussi, tel candidat. Il a les moyens de truquer ce que nous voyons à l'intérieur de Facebook sans que nous ayons les moyens de documenter ce trucage. C'est là où le jeu démocratique il est biaisé, où la différence se fait par rapport aux médias classiques, où on peut toujours documenter parce qu'il y a des rédactions, parce que c'est relativement transparent, parce qu'il y a des organismes de contrôle et de régulation. Le CSA, il n'y a pas de CSA de Facebook. Il n'y a pas de mécanisme de vérification de la publicité de Google. Google, c'est un acteur qui est 98% de part de marché de la publicité en ligne. C'est la régie publicitaire de Google. Donc, ça, c'est embêtant. Donc la patrouille n'est pas prête de les rattraper. Les voleurs ont toujours un temps d'avance sur les policiers. Après, ça n'empêche pas d'en mettre certains, heureusement, sous les barreaux, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, on va passer aux questions de la salle. Qui a des questions? Levez la main, n'hésitez pas. Ouais, madame, attendez, je vais... Voilà, là-bas. Merci. Ouais. Allez-y. Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réflexion. Quand vous avez parlé des 3 volets, là, des 3 leviers du moins, qui peuvent nous permettre de sortir, moi j'ai envie de dire, travaillons beaucoup sur le volet éducation. Parce que enfin, je suis assez... moi je ne suis pas du tout une spécialiste d'Internet, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pardon, sur les réseaux sociaux, mais évidemment, j'en entends parler aussi. Et je me dis, mais et comment aussi éduquer, mais comment? C'est-à-dire, effectivement, apprendre aux enfants à coder, apprendre à se servir des trucs, apprendre à connaître les plateformes, ok. Mais tous les aspects critiques, réflexion, tout ça, comment est-ce qu'on les développe, quoi? Moi, puisqu'après, on parle aussi de l'opinion. Et l'opinion, elle est formée aussi par l'éducation. Donc, voilà. C'était une réflexion plutôt qu'une question. Non, mais vous avez raison de rappeler que l'éducation, c'est la priorité, c'est le premier levier. Et effectivement, il faut varier les plaisirs. Donc, il faut bien sûr enseigner le code, mais il faut enseigner ce qu'il y a derrière. Et après, il faut faire confiance. Moi, ça fait des années, ça fait 15 ans précisément que je travaille, que j'enseigne précisément plutôt auprès de publics qui ont 18-20 ans, qui sont des jeunes bacheliers, et puis avec des gens plus âgés aussi. Mais très sincèrement, en tant que praticien au quotidien de ces questions-là, ce sont des âges qui sont vraiment déterminants et dans lesquels la construction intellectuelle de ces jeunes gens et de ces jeunes filles, elle est très, très ouverte et ils sont très réceptifs à ce genre de discours. C'est-à-dire qu'ils ne demandent qu'à comprendre, qu'à améliorer leur pratique et eux-mêmes, d'ailleurs, font beaucoup d'autorégulation. Moi, pour vous raconter une anecdote très rapide, mon Facebook débarque en 2004. Moi, j'arrive, mon premier poste à la fac comme titulaire, c'est en 2005. Et au début, je fais un cours à mes étudiants et je demande à être leur ami sur Facebook. Voilà. Parce que pendant 2 ans, j'ai fait ce cours sur les données personnelles, sur l'identité numérique, et je me suis aperçu qu'ils m'écoutaient comme on écoute un prof. C'est-à-dire que je leur faisais un cours sur les données numériques, et puis après, il y avait leur vraie vie. Donc quand ils sortaient du cours, ils oubliaient. Et en les demandant comme amis, je leur ai montré, parce qu'ils acceptaient en plus, parce qu'ils sont gentils, et que moi aussi, donc ils n'avaient pas de raison. Mais je leur ai dit, voilà, regardez, vous m'avez accepté comme ami, vous n'avez pas réglé vos paramètres de confidentialité. Donc votre photo de soirée, là, je ne vais pas la montrer à tous vos camarades, parce que vous seriez gênés, et moi aussi je l'ai été quand je l'ai vue, je n'ai pas à la voir. Et du coup, en les accompagnant, il faut aller avec eux sur ces sites-là. Il y a la posture professorale qui consiste à dire n'y allez pas, ou éduquez-vous, ou regardez comment ça marche ex abstracto, ça ne fonctionne pas. Par contre, c'est notre boulot d'enseignants, de parents éventuellement, d'y aller au début avec eux. Après, on se fait virer, c'est normal, parce qu'on est des parents ou des enseignants, donc on n'a rien à faire non plus dans ces usages-là. Mais au début, c'est important d'aller porter cette parole dans les outils eux-mêmes. On ne peut pas parler de manière désincarnée ou non participante de ce que fait Facebook ou de ce que fait Google sur l'éducation des jeunes. Une autre question.
Bonsoir. Merci déjà pour ces réflexions, c'est très intéressant. Moi, je me posais la question. Oui, on m'entend. Hein, ouais. En fait, une fois ça, c'est vrai qu'on est tous d'accord sur l'utilisation aujourd'hui des réseaux sociaux. On est tous d'accord aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est problématique sur plein d'aspects, la hiérarchisation d'informations, l'utilisation qu'on peut en faire, etc. Mais comment concrètement, aujourd'hui, on passe à l'action ? Moi, je me place plus du point de vue des institutions, de la force publique ou des collectivités. Comment aujourd'hui on peut se passer de ces GAFAM avec des alternatives qui sont plus ou moins crédibles ou qu'on ne connaît pas aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi je suis community manager pour une grande collectivité à Nantes. C'est un canal de relation à l'usager, c'est un canal d'information à l'usager et c'est un canal d'interpellation pour l'usager. Comment aujourd'hui on se passe de ces réseaux sociaux-là, qui sont au même titre dans notre canal de relations usagers que le téléphone, ils vont aller appeler à Nantes, ils vont aller voir leur mairie de proximité, ils vont aller croiser leur élu dans la rue, etc. C'est au même titre. Comment alors on parle beaucoup de numérique responsable, c'est un peu galvaudé comme mot, mais comment aujourd'hui on se passe de ça en sachant qu'on a tous plus ou moins la même idée sur l'utilisation qui est difficile des réseaux sociaux. Mais voilà, ça reste quand même un canal d'information, alors de communication bien sûr, mais un canal d'information avant tout. Et comment on peut s'en passer d'une manière crédible en fait ? Alors, premier élément de réponse, on ne s'en passe pas. Quand on est community manager dans une collectivité, aujourd'hui, là aussi, du jour au lendemain, on ne s'en passe pas de Facebook. Au contraire, on y va. On y va et on normalise et on ritualise des choses. Moi, alors, il se trouve que j'ai créé, il y a 7 ans maintenant, une licence pro sur la question du community management. Au début, les community managers, ils étaient supposés être présents 24/24 et 7 jours sur 7, et puis on s'en fichait, et ce qui était important, c'était de répondre tout de suite aux citoyens ou à l'usager. Et puis, en quelques années, et c'est tant mieux, les pratiques se sont normalisées même sur Facebook, c'est-à-dire que sur la page de la ville de Nantes ou de la mairie, il y avait marqué « On va répondre à vos questions, mais aux horaires de bureau, pardon », ou en tout cas pas le dimanche à minuit. Donc ce n'est pas la peine de nous insulter en commentaire, le service est fermé à cette période-là. Ce n'est pas parce que c'est du numérique que c'est ouvert tout le temps. Et ensuite, alors là pour le coup on ne s'en passe pas, on y va, on occupe la place et on installe des pratiques simplement respectueuses par exemple du droit du travail. Et puis, il y a des environnements où on peut s'en passer. À l'école, pour apprendre les logiciels de traitement de texte, on n'est pas obligé d'avoir Microsoft Word. Il y a LibreOffice qui marche très bien, il y a OpenOffice. Donc, on fait connaître ces outils-là. Il n'y a pas pour l'instant, donc pour Microsoft Word, il y a un équivalent, ça s'appelle LibreOffice ou OpenOffice. Il n'y a pas d'équivalent libre pour Facebook. Voilà, il n'y en a pas. Donc, il y a des usages dont peut-être certaines collectivités, certains acteurs, y compris industriels, peuvent faire l'économie ou dont ils peuvent se priver et qui ne les aliènent pas. Moi, je suis très frappé, par exemple, du nombre d'entreprises qui n'existent en ligne qu'au travers d'un compte Facebook. C'est une pure folie. C'est une pure folie. C'est-à-dire que non seulement elles ne sont pas maîtres de leurs données, mais en plus de ça, elles s'exposent au moindre hoquet dans la plateforme, et donc bien sûr qu'il faut être présent sur Facebook, bien sûr qu'il faut être présent sur LinkedIn, parce que pour faire des affaires en B2B, en B2C, etc., ce sont des plateformes qui fonctionnent, mais de grâce, il faut aussi être présent en dehors, il faut toujours avoir un plan B. Et aujourd'hui, effectivement, là, sur les entreprises, sur certaines collectivités, beaucoup moins heureusement, mais il y a une espèce d'aveuglement qui répond à une solution de facilité aussi, où on se dit c'est pas la peine d'aller ailleurs puisque tout le monde est sur Facebook. Si. Voilà. Dans la même veine, mais à titre individuel, est-ce qu'on peut avoir une existence sociale si on n'est pas sur les réseaux sociaux, en tant que particulier ? On est là, pas de réseau social. Alors moi, la réponse que je vais vous faire, elle est forcément biaisée, puisque moi, je suis en permanence baigné dans ces environnements-là, à la fois parce que voilà, je suis comme tout le monde, mais aussi parce que je les étudie. Mais je vois des étudiants, effectivement, qui, chaque année, je fais les mêmes petits sondages, les mêmes petites questions qui ne sont pas du tout représentatifs. Mais quand même, il y a toujours, sur des promos de 60, 100 étudiants, il y a toujours 2, 3, 4 étudiants qui n'y sont pas. De la même manière que quand moi j'ai grandi, il y avait dans les relations de mes parents, ou même dans nos relations à nous, jeunes adultes, des gens qui n'avaient pas la télé. Parce qu'ils ne voulaient pas la télé. Et parce que c'était un acte militant.
Est-ce que les gens qui n'avaient pas la télé à l'époque étaient en souffrance socialement par rapport aux gens qui avaient la télé? Je ne suis pas convaincu. Les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux aujourd'hui arrivent, et c'est tant mieux, quelque part, à avoir une existence sociale. Par contre, effectivement, il y a des pans parfois importants de leur vie, et on l'a vu là aussi avec le confinement, qu'il faut envisager différemment. Parce qu'effectivement, la relation au groupe, notamment à des âges où on est en construction de soi, il est aussi vital parfois qu'elle passe par ce canal-là. Mais là aussi, dans l'affaire des Facebook Files, il y a un des articles du Wall Street Journal qui documente la manière dont, pour les jeunes filles et les jeunes femmes, le réseau social Instagram est un réseau qui est littéralement mortifère. C'est-à-dire qu'il entraîne des jeunes filles, des jeunes femmes dans des logiques de dépression grave, de dénutrition, parce qu'il y a un décalage entre l'image à laquelle on veut ressembler et l'image qu'on nous renvoie socialement. Donc, voilà, c'est encore pour être gascon ou normand au choix, mais il ne s'agit pas de dire on n'y va plus jamais ou on y va tout le temps. Il s'agit de comprendre comment, à certains âges, dans certains contextes, pour certains publics, la balance bénéfice-risque, elle peut s'inverser. Et interdire, par exemple, à son enfant qui rentre au collège ou au lycée toute forme de connexion ou toute forme d'accès à des modes de socialisation de groupes numériques, ça me paraît être tout à fait contre-productif. D'abord parce que de toute façon, il finira par y aller indépendamment de votre contrôle de parents, parce que l'humanité s'est construite comme ça. Et ensuite parce que vraiment, et là il y a une sociologue, si vous cherchez des super bouquins à lire là-dessus, c'est pas parce que c'est le même éditeur que moi, mais il y a notamment tous les bouquins de Dana Boyd, qui est une sociologue américaine, anthropologue de formation, qui bosse toujours pour Microsoft, comme quoi tout est possible, et qui est spécialiste des cultures numériques chez les jeunes. Et elle dit il faut arrêter de culpabiliser les jeunes sur leur usage du numérique. Quand on avait leur âge, le premier truc qu'on faisait, c'est qu'on inventait des endroits où on se retrouvait à l'abri des parents, à l'abri du regard des adultes, et on transgressait un certain nombre de règles. Et on allait piquer des magazines porno sur la question du porno, par exemple, qui circulaient sous le manteau. Donc, quand on criminalise, le mot est fort, mais quand on stigmatise ces pratiques-là sous un régime d'interdit, on sait bien ce qui se passe derrière. Alors qu'en fait, et ça aussi c'est passionnant dans ces bouquins, elle montre, parce qu'elle discute, elle est sociologue, donc elle interroge des jeunes et elle échange avec eux, et quand on les écoute parler, l'immense majorité d'entre eux sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, du fait qu'ils sont en train de transgresser, et que quelque part, ça va les aider à se construire, et que la conscience de l'interdit, elle est là. Voilà. Mais si on ne se confronte jamais à certains interdits ou à certains tabous, on ne peut pas grandir. Enfin, en tout cas, c'est la thèse qu'elle défend dans son bouquin. Bonsoir, votre analyse et vos débats mettent en exergue la difficulté de l'esprit critique et la difficulté de la complexité de notre monde, où la facilité et l'efficacité l'emportent parfois sur l'esprit critique. Je pense à Google. Mais j'avais une question fondamentale qui est la suivante. En moteur de recherche, j'utilise comme beaucoup Google, mais à chaque fois que je clique, je me dis pourquoi est-ce que je n'utilise pas suffisamment le moteur français Quant ou OVH dont vous avez parlé. Et pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas lancé de puissants appels d'offres au niveau européen pour constituer, avec les centaines de milliards qu'on met en place aujourd'hui pour aider les entreprises, un moteur européen qui puisse effectivement contrer un peu ces grands acteurs américains qui neutralisent chez nous tout esprit critique, parce qu'effectivement, ils sont très efficaces. Je pense à Google, il est plus efficace que Quant, qui garantit pourtant la protection de nos données. Donc la balance bénéfice-risque, si on la met du côté de l'efficacité, on va continuer d'utiliser Google. Il y a eu des initiatives, toutes les administrations publiques et l'Université de Nantes notamment avaient mis en place, alors c'était au début du confinement je crois, ou un petit peu avant même, par défaut, sur tous les postes de l'université, c'était le moteur de recherche Quant qui était installé, ce n'était plus Google. Et c'était le cas, je crois, aussi dans tout un tas d'administrations publiques. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des effets d'amorçage. C'est très bien, parce que d'abord, il y a plein de gens qui découvrent Quant et qui découvrent que sur certaines requêtes... Pardon ? Quant, c'est Q-W-A-N-T. Voilà.
Et donc quant.fr ou .com, et c'est un moteur de recherche qui est très efficace. Après, il n'est pas aussi bon, aussi efficace que Google sur plein de sujets. Parce que, c'est un peu technique, mais pour bâtir en fait un moteur de recherche, on a besoin de plein de choses. On a besoin de ressources de calcul, évidemment. On a besoin de data center et de serveurs, d'un algorithme qui tourne bien. Mais on a aussi besoin d'un corpus, d'un volume de pages web extrêmement dense. Et plus on s'entraîne, c'est comme la course, hein, plus on court et plus on est bon. Et les moteurs de recherche, c'est un petit peu pareil. C'est ce qui explique que même quand des nouveaux concurrents arrivent, même avec des technologies qui sont robustes et efficaces, ils ont toujours un effet de retard qu'ils n'arrivent finalement jamais à rattraper. En tout cas, ça ne s'est jamais produit jusqu'ici. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, ce qu'on sait très peu, c'est que sur ce qu'on appelle les requêtes transactionnelles, ou les requêtes quand vous cherchez un billet d'avion pas cher, Google est beaucoup moins efficace et beaucoup moins pertinent que Bing, qui est le moteur de Microsoft. Parce que ça aussi, on le teste chaque année, il y a des tests d'usage, etc. Donc ça dépend des types de requêtes. Mais savoir que ça existe, s'habituer, hein, il y a un effet d'habituation aussi qui est très important pour les outils. Pourquoi il y a plein de gens qui continuent d'avoir des Mac tout en se disant « Oh là là, quelle catastrophe, quel environnement propriétaire, que n'installais-je pas Linux sur mon truc ?» On ne le fait pas parce qu'on a l'impression que c'est compliqué et parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, une fois que vous avez basculé, vous avez votre cerveau, il a besoin de... quand votre environnement Windows ou Mac il change, vous installez une nouvelle interface, ben pendant 10 minutes, vous êtes perdu. Vous cherchez le bouton, il est où mon traitement de texte, il est où mon machin. Voilà, les interfaces, dès qu'elles changent, ça nous égare cognitivement. Mais dès qu'on reconstruit un habitus, eh ben, on redevient aussi efficace qu'avant. Et avec les moteurs de recherche et avec les outils alternatifs, le problème, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de construire cet habitus. Et notamment chez les jeunes, une fois que vous leur avez montré que LibreOffice était aussi efficace que Google pour mettre en page un document, ils arrêtent de chercher à craquer la version de Word. Ils utilisent LibreOffice, ça marche, ça répond à leurs besoins, c'est gratuit, ils l'amènent avec eux, c'est léger, il n'y a pas de souci. Mais il faut du temps. L'Europe, vous n'avez pas répondu pour l'Europe. Vous n'avez pas répondu pour l'Europe. Ben, l'Europe, ils font des choses. Le Quant, c'est un financement européen. Ça fait, moi, depuis que je travaille sur ces questions-là, des moteurs européens, il y en a eu 4 ou 5, des projets. Quant a été le plus abouti, mais ça ne va jamais jusqu'au bout parce que, c'est ce que j'évoquais, parce qu'il n'y a pas l'effet d'entraînement, il n'y a pas l'antériorité, et puis parce que Google a en quelque sorte aussi privatisé cette partie, ce web qui nous appartient à tous, hein, qui est un espace public, mais c'est lui qui l'utilise à plein régime, et c'est lui qui, à force de s'entraîner dessus, est capable de produire les résultats de recherche les plus pertinents pour nous. Donc il faut accepter, c'est comme pour accompagner ses enfants à l'école le matin à pied plutôt qu'en voiture, il faut accepter au début de perdre du temps, il faut accepter de se mouiller quand il pleut, donc c'est compliqué. Mais si on commence, en général, il y a des gens qui vont au bout assez facilement. Et le rôle des acteurs publics, c'est d'amorcer la pompe. Après. Il y a une théorie de l'effort et du renoncement. Bonsoir, merci d'abord de partager vos réflexions. Je souhaiterais avoir votre avis, voir si vous avez des pistes sur un autre effet pervers en fait, des réseaux sociaux en général, de Facebook en particulier, à savoir l'enfermement dans sa propre bulle de pensée, dans son propre système de pensée, l'endoctrinement avec ses propres idées, autrement dit, ou en d'autres termes, en fait, j'entends souvent parmi les amis, regarde, dans mon fil d'actualité, tout le monde pense comme moi. Donc je pense que c'est un effet qui est très grave en fait des réseaux, puisque ça, effectivement, ça réduit en fait, le champ de vision, en fait, la pensée. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que vous avez parlé des leviers de l'éducation, mais Facebook s'appuie sur nos bas instincts, en fait, et on préfère écouter les gens qui sont de notre avis. Donc Facebook nous propose des contenus qui vont dans notre sens des idées, et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus défiant vis-à-vis des médias traditionnels et des médias publics, puisque eux, en fait, vont apporter la contradiction, alors que Facebook aura tendance à fournir des articles qui vont dans votre courant de pensée. Alors ça, merci de le signaler aussi, c'est effectivement là aussi un des effets très documentés et très travaillés des réseaux sociaux, ce qu'on appelle les effets de bulles de filtre. Donc cette idée que, mais encore une fois, c'est pas Facebook qui l'a inventé, hein, cette idée que, parce que
on fonctionne psychologiquement et émotionnellement comme ça, on va toujours aller vers des idées et des croyances qui confortent nos propres idées, nos propres croyances et nos propres opinions. Et ça, depuis que l'humanité existe. Sauf que depuis que l'humanité existe, on a toujours été confronté à des formes d'altérité dans le débat public, dans les gens qu'on croise. Alors, je vais vous donner juste là aussi une anecdote, je vais essayer de faire court. Aux États-Unis, quand on arrive à l'université, qui s'appelle le collège, c'est la société américaine, et vous le savez, très riche en diversité, mais jusqu'à l'arrivée à l'université, les gens se mélangent très peu. Les hispaniques restent avec les hispaniques, les afro-américains avec les afro-américains, etc. Et pendant des années, ça a été documenté, l'entrée à l'université, au collège, faisait que vous débarquiez dans une grande fac, dans des systèmes de dortoirs où vous étiez mélangés. Et une des clés du lien social, alors, qui tient la nation américaine tout ensemble avec ses errements et ses accros, mais c'était cette entrée à l'université où pour la première fois vous tombiez, les riches étaient avec des pauvres, les blancs étaient avec des noirs, etc., etc. Quand Facebook arrive sur les campus américains, donc 2004-2005, la même sociologue, la Dana Boyd, documente l'effet suivant. Bien sûr, comme tout le monde est sur Facebook, enfin les étudiants en tout cas à l'époque qui sont, quand ils savent dans quelle université ils sont acceptés, ils voient dans leurs potes, qui sont comme eux, même couleur de peau, même niveau socio-éducatif, qui va dans cette université. Et ils composent leur propre dortoir. Et elle dit, en 2 ans, on est passé d'une mixité totale à 0 mixité. C'est-à-dire, les riches se mettaient avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les asiatiques avec les asiatiques, les mexicains avec les mexicains. Et elle explique que, ce n'est pas la seule cause, hein, bien sûr, mais que ça a contribué très fortement à complètement déliter ce tissu social américain. Donc les bulles de filtre, elles existent. Il y a plusieurs moyens de lutter contre. Moi, par exemple, pour le dire de manière un petit peu rigolote, je veille à garder toujours 2-3 amis bien de droite sur Facebook. Parce que moi, je suis plutôt de gauche. Et je sais que si je n'écoute que des gens de gauche, à un moment donné, je vais être trop dans ma bulle. Donc, voilà. Mais plus sérieusement, d'abord, c'est la responsabilité des réseaux sociaux eux-mêmes. Et ça aussi, dans le long texte que je signalais tout à l'heure, publié par Mark Zuckerberg, quand il reconnaît qu'ils ont merdé pour le génocide des Rohingyas, et c'est peu dire, il reconnaît aussi pour la première fois, il dit on joue un rôle de polarisation dans le débat public, et ce rôle-là est, il dit pas toxique, il dit problématique. Donc il accepte l'idée, il reconnaît enfin ce que tout le monde explique, c'est que oui, le métier de Facebook, c'est de polariser. Et pourquoi c'est de polariser? Pas parce qu'il veut que vous soyez plus à gauche ou plus à droite, parce que la seule chose qui tient ces sites en vie, c'est le niveau d'interaction. Et il n'y a pas de secret. Si on est tous d'accord, on arrête d'interagir. Et puis on passe à autre chose, on va faire la cuisine, et voilà. Dès qu'on n'est pas d'accord, et c'est le modèle économique aussi des débats sur CNews, hein, dès qu'on n'est pas d'accord, on interagit, donc on réagit, on surréagit. Et c'est ça qui fait qu'on donne toujours plus de données à Facebook, et donc c'est ça qui tient Facebook en vie. Si on cesse d'interagir, si on cesse de partager, de liker pendant une journée, à l'échelle de au moins la moitié des utilisateurs de Facebook, Facebook s'effondre, littéralement. Parce qu'il ne peut plus documenter nos indignations, les alimenter, et nous renvoyer en permanence à ces effets de bulles de filtre. Alors après, ces bulles de filtre, il ne faut pas les surestimer non plus. C'est-à-dire qu'il y a... Là aussi, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent tout est foutu et de toute façon, on est dans nos bulles de filtre, on n'en sortira jamais. Et c'est la cause de tous nos maux. À un moment donné, quand on a inventé la télé, quand les chaînes se sont multipliées, on a inventé la télécommande. Donc on peut changer de chaîne. On peut aller voir fréquenter d'autres espaces sur Facebook. Par contre, la fréquentation de ces espaces, elle est, pour le coup, sous-clé par Facebook. À l'époque du mouvement des Gilets jaunes, si vous étiez à l'opposé total des idées, de ce que représentait ce mouvement, le simple fait d'avoir une fois cliqué sur un contenu qui sortait d'un groupe de gilets jaunes, ça colorait instantanément tout votre fil d'actualité Facebook en jaune vif. Alors ça le colorait, si vous étiez hostile, parce que Facebook le savait, soit pour vous présenter des contenus qui dénigraient le mouvement des gilets jaunes, soit pour le renforcer. Et c'est là où il y a une clé. Il y a une clé dans ce qu'explique un autre collègue qui s'appelle Dominique Boulier. Il dit la clé, c'est d'obliger ces sites à ralentir les effets de viralité. C'est-à-dire les obliger, si vous utilisez Twitter par exemple, sur Twitter on peut retweeter les trucs. Donc dès qu'on voit quelque chose qui nous émeut, qui nous mobilise, qui nous indigne,
un titre d'article du Monde, paf, ça m'émeut, ça m'indigne, je le retweet. Pour les élections américaines, Twitter, ils ont mis une petite fonctionnalité qui, au moment où vous cliquez sur partager, vous dit est-ce que vous ne voulez pas lire l'article avant? C'est pas idiot. Parce que de fait, la plupart du temps, on ne les lit pas avant. Parfois, on les lit après, mais le mal est fait. Et simplement ça, donc là aussi, c'est une expérimentation qui a été faite par Twitter, ça permet, alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça permet de diminuer considérablement le partage des fausses informations, qui sont celles qui jouent le plus justement sur l'effet émotionnel. Mais ça diminue aussi l'interaction sur la plateforme de 30 à 40%. Donc les réseaux sociaux, ils sont toujours dans cet équilibre. Ils savent comment faire pour limiter les effets de bulles de filtre, pour limiter les partages qui ne veulent rien dire et qui alimentent des polémiques et des débats parfois très violents, mais eux aussi, ils ont leur balance bénéfice-risque. Et dans cette balance-là, pour l'instant, comme l'interaction est la clé, s'ils diminuent trop, s'ils font trop bien leur taf et leur boulot, et ben à ce moment-là, ils s'éloignent de leur modèle économique. Alors, on va prendre une dernière question. Allez-y. Bonsoir. Je partirai plus pour ma part également sur un constat et remarque sur la situation actuelle, qui est que je pense que tout ça c'est sans fin et c'est peine perdue sur à peu près tout ce qu'on évoque depuis le début de la soirée. De par le fait qu'Internet c'est le reflet de nos sociétés, comme le dit très bien Benjamin Bayard, que vous avez cité plus tôt. Donc Internet n'est ni plus ni moins que le reflet de toutes nos sociétés, et nos sociétés mettent en avant le fait que le pouvoir centralisé c'est une bonne chose. Et tant qu'on centralise le pouvoir et qu'on n'est pas capable de remettre en cause ce modèle, le modèle actuel qu'on connaît restera en place. C'est le premier point que je constate et je suis convaincu de ce point. La deuxième chose, c'est que les acteurs du privé sont effectivement absolument présents partout, y compris là où on ne le pense pas. Je pense notamment à Quant qui a été évoqué là tout à l'heure. Quant est hébergé notamment, du moins en partie, par Amazon Web Services, qui est donc la seule filiale d'Amazon qui rapporte de l'argent à l'échelle mondiale aujourd'hui. Amazon qui porte également donc Doctolib à l'heure actuelle. Donc tous ces acteurs privés sont vraiment présents absolument à tous les niveaux, sur toutes les strates. Et la première question qu'il faudrait se poser, c'est quelle est l'histoire d'Internet à la base? C'est de faire en sorte que chacun puisse normalement héberger son propre contenu et que chacun soit non seulement lecteur du monde, mais également en possibilité d'héberger son propre contenu. Et je serais curieux de savoir dans la salle ce soir combien s'auto-hébergent sur de l'email, même sur des choses basiques. Tout ça, ça peut se questionner. Je ne dis pas qu'on peut supplanter un Google tous demain de notre côté, c'est pas ça, mais en tout cas, il y a plein de solutions qui existent. Et je pense que le meilleur moyen d'éclater le pouvoir, c'est de leur donner, de leur distribuer, et que chacun en prenne part. Mais quand on voit, même pour finir, les opérateurs français, rien n'est fait aujourd'hui pour le grand public pour permettre de s'auto-héberger. Absolument techniquement parlant, rien n'est fait pour faciliter la chose. Et c'est le modèle de base dans l'Internet qui permet justement d'aller contre ces sociétés privées. Voilà, c'est tout. Aux origines, c'est ça, parce que d'abord, les plateformes ne sont pas le web, mais vous avez raison, et il y a des collectifs. Il y a le collectif qui a un joli nom en plus, s'appelle le collectif Chaton, qui est sur Nantes et ailleurs notamment, qui est le collectif des hébergeurs solidaires, etc. Et effectivement, l'idée c'est ça, c'est que chacun redevienne. Il y a longtemps, j'avais fait un texte qui s'appelait, alors ça s'appelait un homme, mais il faudrait l'appeler un homme ou une femme et une page et une adresse. Le rêve, le projet de Tim Berners-Lee, c'était que chaque citoyen puisse créer sa page et avoir son adresse à lui. Ce qui est très frappant aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai connu, j'ai bientôt 50 ans, j'ai grandi dans un espace et dans un web où chacun avait son adresse personnelle pour les contenus, quand on avait des contenus à mettre en ligne. Aujourd'hui, la plupart des gens, pour donner leur adresse web personnelle, ils disent suis-moi sur Instagram ou sur Facebook. Donc nulle part ils ne sont chez eux. Et quand vous êtes en permanence chez des gens, la civilité première implique de suivre les règles que vous imposent vos hôtes. Donc si Facebook vous dit ça, tu ne peux pas le partager, comme vous êtes quelque part chez eux, ça peut vous révolter ou vous étonner, mais vous êtes obligé de ne pas le partager. Et du coup, oui, il y a un dispositif de reconquête à mettre en place, mais là aussi, les pouvoirs publics ont un rôle éminent à jouer. Et puis juste un dernier point, vous parliez, c'est intéressant, de Amazon Web Services. Donc c'est l'infrastructure du cloud, des serveurs d'Amazon qui supportent 2/3, en gros, de l'Internet mondial, qui passe par les services cloud d'Amazon. Netflix, qui est le service le plus gourmand en bande passante et qui parfois occupe énormément à lui tout seul, pourtant il n'y a que
300 ou 400 millions, je crois, d'utilisateurs Netflix déclarés. Pourtant, ce seul service, parfois, il occupe jusqu'à la moitié, ou ça dépend des chiffres, 3/4 de la bande passante de l'Internet mondial. Et tout ça est hébergé chez Amazon. Le premier pouvoir, c'est pour ça que Zuckerberg parle d'une infrastructure sociale, c'est le pouvoir des infrastructures. Et qui sont les acteurs dans l'histoire des sociétés qui, normalement, ont la main sur ces infrastructures? Ce sont les États. Donc là, il y a un vrai dispositif de reconquête à mettre en place pour que les États redeviennent propriétaires des infrastructures cloud, comme des autoroutes, pour parler d'autres débats qui vont ressurgir comme à chaque présidentielle. Où sont les infrastructures? Lesquelles sont vitales pour les démocraties éclairées? Qui les contrôle? Jusqu'à quand? Avec quelle clause de partenariat public-privé quand c'est le cas? Et comment on fait quand on estime qu'il y a un danger pour que l'État puisse garder la main là-dessus? C'est aberrant qu'on en soit à se poser la question, je parlais tout à l'heure, de l'hébergement des données de santé et qu'on ait le choix entre 3 acteurs privés, Amazon, Microsoft et OVH. Tant mieux, il y en a un français qui fait plutôt bien les choses, mais que l'État français cornérise d'entrée OVH au motif qu'il ne serait pas compétent, capable, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une plateforme santé qui est prévue en lancement l'année prochaine, d'ailleurs, qui est censée présenter une sorte d'alternative à Doctolib. Donc je ne sais absolument pas ce qui leur tourne derrière, mais en tout cas, voilà, il y a des projets apparemment encore. Bien, merci à toutes et à tous. Alors, quelques petites informations. Donc, vous trouverez le livre d'Olivier Herched, Le monde selon Zuckerberg, Portrait et préjudice, en vente, qui est là. Il coûte 15 € et il est très intéressant. Hein, ça viendra utilement compléter ses propos et merci à lui d'être venu jusqu'à nous. Vous avez aussi, on est encore, alors profitez-en, les vacances sont terminées, mais on peut encore y réfléchir. Vous avez le dernier numéro de Place Publique qui est encore en vente pour quelques jours, qui est avec son dossier consacré au tourisme. Quel horizon? Point d'interrogation. Et puis donc, prochain rendez-vous dans le cadre de l'événement décryptage de Cosmopolis. Moi, je serai là, donc c'est le mardi 5 octobre à 18h30. Oui, il y en a d'autres, mais pour moi, je serai là le 5 octobre, hein, je crois, avec Fabienne Greffet pour parler donc de numérique et d'élections présidentielles. Et il y a tout le programme de décryptage. Alors, je ne sais pas, Carole, je vous donne le micro. Merci beaucoup pour cette conférence. Donc, la prochaine table ronde, c'est sur l'Europe, justement. Hein, c'est les défis du numérique en Europe, avec une députée européenne qui est en charge de ces questions, qui sera en visio, et puis 2 autres personnes qui seront en présence. Et puis là, on a le plaisir d'accueillir la Sename Kofi Agboginou, qui va participer à une table ronde samedi. Lui, je ne vais pas vous présenter là, mais il participe à une table ronde sur la civic tech en Afrique. Et là, c'est vraiment un grand sujet avec 3 autres intervenants. Donc, le programme est là, il y a des films, il y a d'autres conférences. Et effectivement, Fabienne Greffet, puis l'exposition bien sûr, qui va arriver, et puis pas mal d'autres choses pendant un mois, puisqu'on vient juste de démarrer. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir.